Alors oui, bonjour. Donc, bonsoir tout le monde. Ça commence pour une nouvelle session sur Parlons Pognon. Je suis Patrice Diansé. On est sur la télé ou en tout cas la radio L'Afrique d'une seule voix. Et on va commencer donc un débat ce soir sur le financement. On aura un invité qui va entrer là tout de suite. Alors, j'ai pas fini ma présentation, donc du coup, je vais quand même vous lancer le générique. Et puis, vous allez me laisser peut-être 5 minutes, le temps que je vous prépare cette présentation et que je la mette en partage. Ok, je vais exporter mon, euh, mon fichier. Vous me laissez 5 minutes. Tac, tac. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de bande de son. Je suis en train de tout mettre en place. Et après, vous avez préparé une petite présentation. J'aurais voulu effectivement la mettre en partage pour introduire le sujet, parce que le sujet est important et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il est important que nous ayons toutes les informations. Ok, j'ai tout ici. Tac, tac, tac. Ok, on va exporter ça. Voilà, partager. Tac, tac. PDF standard. C'est pas ça. Tac, 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 tac. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ok, attendez là, je prends pas. Voilà, donc le sujet aujourd'hui est effectivement le financement. La question du financement est une question importante. Pourquoi elle est importante? Parce que effectivement, nous sommes dans un. Nous avons besoin de créer nos structures et finalement le point de rencontre. On va rajouter un peu de lumière. Voilà, c'est vraiment très. Tout se fait en live. Effectivement, tout se met en place. C'est vrai que l'émission est encore assez récente, les préparations sont assez récentes. On va remercier effectivement notre invité d'avoir pris le courage de relever le défi que je lui ai lancé en intégrant dans ce panel. C'est vrai que le sujet n'est pas forcément évident. Et alors, on va juste.
C'est vrai que quand on veut faire les choses bien avec des belles présentations, ça prend un peu de temps et vous comprendrez effectivement pourquoi, je m'attelle à faire cela. Alors j'ai un bon, on va commencer quand même à présenter l'invité et puis on va intégrer les différents panneaux au fur et à mesure. Alors Kevin, tu en ligne? On te voit? Ouais, Si Kevin, Namouzalaïd, d'avoir relevé le défi. Je l'ai appelé, cet après-midi pour lui demander s'il voulait parler du sujet. Il a tout de suite, dit oui, alors que le sujet, comme il m'a dit, c'est un vrai sujet de thèse. un sujet de thésard. Et d'ailleurs, je vais le remettre en bannière ici. Et c'est vrai que, il y a beaucoup à dire et voilà, je voulais effectivement avoir, un l'avis de quelqu'un pour effectivement pour pouvoir, répondre à cette question qui est un peu, voilà, qui est un peu délicate, de savoir que nous avons besoin de financement pour faire, on va dire, investir sur notre continent. Mais en même temps, où trouver ce financement? Alors, il se trouve qu'en ce moment, la France, est dans une perspective de reconquête du continent africain et suite à différents documents d'ailleurs que j'ai partagés sur une de mes pages, on peut voir que, depuis le début du mois de novembre, beaucoup de choses sont organisées pour parler d'Afrique. Donc d'abord, ça a été Mmh. au Sénat, autour d'un rapport, autour d'un rapport. Puis ça a été, à l'Assemblée nationale, là, le 21 novembre, donc la semaine dernière. J'en ai fait un débrief, j'ai fait un dossier enfin une revue de presse la semaine dernière par rapport à ça et je me disais qu'il était important que, que nous aussi on se mobilise pour savoir comment nous on allait se positionner par rapport à ça, puisque effectivement les aides qui vont être données et les financements qui vont être donnés seront destinés aux Français. Or, nous sommes Français aussi. Nous faisons partie de la diaspora, mais nous sommes Français et c'est vrai que beaucoup de nous veulent investir sur le continent. Et allons-nous être justement les chevals de Troie pour la France, en tout cas, pour pouvoir se réinstaller sur le continent africain, puisqu'il s'agit de ça. Là, attendez. Écoutez, je vais quand même euh, laisser mon invité Kevin prendre la parole, le temps que je réinstalle. Donc, j'installe les différents documents que je vous ai préparés. Kevin, c'est à toi, on t'écoute. OK. Bah, c'est vrai que d'abord merci, hein, je sais pas, est-ce qu'on m'entend bien là? Oui, on t'entend parfaitement, ouais. OK, super. D'abord merci, hein, Patrice, de m'inviter ici et voilà, pour ceux qui te suivent et pour ceux qui me suivent également, c'est vrai que Patrice, il est venu à plusieurs reprises sur le podcast. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Évidemment, quand, voilà, il m'a proposé de venir, j'ai absolument, accepté sans me poser trop de questions. Donc ouais, c'est toujours un plaisir de discuter des enjeux de l'Afrique, des questions autour de l'Afrique. Hem et d'ailleurs, le podcast que tu animes, le petit traité de guerre économique, moi je suis fan de ce podcast en tout cas Merci. voilà, si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter. Il faudra peut-être mettre le lien quelque part, pour que les gens le retrouvent. Je crois que c'est un sujet de géostratégie, c'est un sujet économique, c'est un sujet, qui doit nous interpeller aussi. Évidemment, ça a l'air d'être, c'est un peu comme un crabe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pattes un peu partout, on ne sait pas trop comment l'attraper, mais une fois qu'on l'a saisi, on est plutôt, à l'abri. Hem, est-ce qu'il faut prendre l'argent, est-ce qu'il faut se faire financer? Parce que je pense que c'est plutôt ça comme ça qu'il faudrait formuler Tout ça. à fait, ouais. Faut-il se faire financer par les organisations, donc de financement françaises, style, Agence française de développement, peut-être pourquoi pas aussi des gens comme l'IFC parce qu'ils contribuent aussi à l'Institut français du Congo qui contribue également à cet essor, culturel.
Est-ce qu'il faut, aussi, être accompagné par Business France? Parce que la France a un agenda bien particulier, et je pense que le président Macron on en a parlé assez suffisamment dans une de ses allocutions, je pense que c'était l'année dernière, il me semble, quand il parlait de France 2030. Et aussi, je me souviens plus de la date exacte, mais il y a eu une rencontre avec les ambassadeurs, je crois que c'était il y a 2-3 mois, suite à aussi à ce qui se passait au Niger avec le coup d'État qu'il y avait eu au Niger, Tout à fait, ouais. heu et de la situation, difficile, tendue entre, bah, le nouveau pouvoir nigérien et évidemment les autorités françaises et l'ambassadeur français qui, était en poste au Niger et qui était un petit peu, comment dirais-je? Une sorte de fusible, hein, faut Ouais, dire tout ça à simplement fait. comme ça, parce que, il était un peu la monnaie d'échange, il était à la fois, enfin, la personne qui représentait, la résistance du pouvoir français, enfin bref. Il y avait un peu toutes ces connotations-là qui étaient dedans et donc le sentiment, anti-français dans certains endroits en Afrique, il est toujours présent, il est peut-être, plus important. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées à tout ça, et puis moi je pense aussi également à ce que avait fuité il y a peut-être, 4-5 ans ou plus maintenant, où on nous parlait de l'opération Pangolin, Tout à fait, et ouais. ça venait du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors l'affaire Heu, Pangolin, en fait, oui, l'affaire Pangolin, c'était aussi un rapport. C'était un rapport qui a été fait par un think tank, dont je me rappelle plus exactement le nom et effectivement qui avait, complètement fantasmé, une catastrophe, on va dire économique, sur le continent africain, mmh suite au Covid. Et on avait vraiment l'impression qu'ils se délectaient du fait que tout allait s'écrouler, que tous nos chefs d'État allaient forcément, ne pas pouvoir résoudre ce chaos et que donc, suite à cela, la France effectivement allait venir en tant que sauveur. Donc, voilà, c'était une stratégie par un think tank, et puis effectivement ça a été repris, ça a fait un peu le tour, ça a fait un peu le buzz, sur internet. effectivement, ouais. Donc, Mais c'est aussi, il y avait cette interprétation-là, mais il y avait aussi l'interprétation de dire que, hem, la France je crois que c'est au début où Emmanuel Macron a pris son mandat, je crois que c'était, pour le premier mandat, où il a voulu aussi rééquilibrer les relations entre la France et l'Afrique, et on avait ce sommet, Afrique-France, qui étonnamment, avait invité en fait des acteurs de la société civile, des entrepreneurs. Et effectivement, comme en France, il y a une diaspora africaine qui est très, très importante. Beaucoup aussi ont fait le voyage, ont fait le déplacement pour aller à Montpellier, je crois, et assister à ce sommet. Il y avait pas de chef d'État, il y avait pas de représentant de gouvernement, enfin bref, il y avait que ces personnes-là. Et donc, on sentait peut-être que voilà, c'était, un appel du pied. Il y a des jeunes gens qui sont venus, qui ont exprimé leur frustration de comment ils traitaient l'Afrique, les relations qu'ils avaient avec l'Afrique, enfin bref. Et puis, je pense qu'on peut revenir plus récemment au voyage d'Emmanuel Macron, en Afrique. Il est tout à passé, fait. dans plusieurs pays. Il a fait le Tchad, il a fait le Cameroun, séparément. Il est Alors, allé aussi, il faut savoir que c'est l'un des présidents qui a fait le français en tout cas, qui a fait le plus de voyages sur le continent africain et je ouais, pense que là, tu fais référence sûrement, alors c'est vrai que bon, il a fait pas mal d'allers-retours, mais tu fais référence peut-être c'était au mois de mai, non pas de mai, c'était vers mars, avril, où mars, effectivement ouais, mars, il avait fait un grand voyage, de 3 jours ou 4 jours, où il avait effectivement été au Gabon, au Congo, Brazzaville, au Congo Kinshasa et à l'Angola. Et il était ouais. revenu, il y avait été avec un convoi justement d'entrepreneurs déjà de la diaspora, Mmh mh. puisqu'effectivement, voilà, ce projet, heu, d'inclusion ou en tout cas de s'entourer de la diaspora pour conquérir de nouveaux marchés, sur le continent africain, c'est une stratégie qui commence effectivement à à faire date.
Avant qu'on puisse continuer, tu t'es peut-être pas assez présenté, je trouve, Kevin. Parle-nous un peu de Ah toi, un oui, peu c'est vrai. économique, puisque si aussi je me suis permis de t'appeler, c'est parce que voilà, tu as aussi, tu parles d'économie dans ton podcast, tu parles de géostratégie, mais d'économie. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est surtout voilà, euh, ben, le côté business, entrepreneuriat. Mmh. Et la particularité aussi que tu as, c'est que toi, tu es à Londres actuellement, donc tu as une culture quelque part anglophone, et c'est important que Bien tu sûr. puisses aussi nous apporter une vision un peu différente de nous, francophones, qui sommes peut-être moins à l'aise avec l'argent et Et l'économie. effectivement, alors juste pour oui, effectivement, faut m'excuser, c'est vrai que je suis un peu rentré dans le vif du sujet, mais oui. Je m'appelle Kevin, je suis donc, fondateur d'un podcast qui s'appelle le podcast Mokonzi, aussi connu sous le nom Mokonzi Insider, où je traite, voilà, de quelques sujets de géostratégie, de sujets en lien avec le Congo également, des sujets qui doivent nous intéresser. Donc c'est vraiment regarder qu'est-ce que le Congo va devenir d'ici à 2040. Donc on essaie de faire venir, des personnalités qui ont des opinions là-dessus, d'essayer de réfléchir en dehors des prismes, du de la politique, actuelle. Et puis surtout aussi, c'est, discuter avec des entrepreneurs, alors congolais, mais aussi, étrangers également, qui sont, africains, pour justement un peu découvrir ce qu'ils font, comment ils le font. Est-ce qu'ils le font à la maison ou est-ce qu'ils le font, dans un pays étranger? Comment, ils développent leur business et cetera. Donc ce sont des vraies questions. Il y a, une transmission, une expérience intéressante avec, pas mal de ces personnes-là, qui voilà, essayent de tester des idées, des concepts de leur côté. Et donc je pense que c'est un travail de vulgarisation qu'on essaie de faire aussi sur le podcast. Donc voilà, en plus de ça, il y a aussi une chaîne YouTube pour, partager quelques produits, faits par des Congolais ou, faits au Congo, qui méritent qu'on s'y intéresse également, des livres, des événements, des produits. On va bientôt aussi attaquer un petit peu les applications. Il y a des applications qui sont faites par des Congolais qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, c'est essayer de regrouper un petit peu tout ça et de vraiment mettre la main sur ce qu'on peut appeler le Made in Congo. Donc voilà, je fais ce petit travail-là en plus de mes activités professionnelles. OK, parfait, OK, parfait. Et donc, quels sont tes, j'essaie de gagner un peu de temps, le temps de finir mon Ouais. document, mais quelles sont les dernières, actualités, en tout cas, que tu as pu présenter avec ce podcast, Alors, pour ceux qui connaissent pas, il y a un événement qui est très intéressant qui se tient tous les ans à Paris et qui rassemble la diaspora congolaise et qui, à mon sens, est un rendez-vous à ne jamais manquer, en fait. Qui s'appelle Congo Paris et qui voilà rassemble, des entrepreneurs congolais, qui rassemble, de tout coin en fait. C'est-à-dire, vous avez autant la société civile, des artistes, des acteurs donc, de secteurs, bien particuliers, que ça soit du monde culinaire, que ça soit du monde littéraire. Vous avez vraiment plein de gens qui viennent. C'est une sorte de melting pot de personnes qui ont pour, Congo, on va dire, leur dénominateur commun. Et donc, à la dernière édition, j'ai pu participer en tant que, partenaire média, ce qui était une grande première. Donc on a pu faire pas mal d'entretiens, pas mal d'interviews avec, des personnalités qui étaient plutôt sympas et qui, voilà, ont des projets, ont des entreprises également, qui s'adressent à la communauté, congolaise. Donc voilà, c'était très intéressant. Des gens sont venus de Belgique, de Londres, de d'autres coins en France, pour justement participer à cet événement. Donc voilà, je pense que c'est un événement à soutenir. Moi, j'ai découvert pas mal de choses. Il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Kin Label, qui propose des vêtements, des t-shirts, très sympas. On a découvert des Mikaté, on avait justement dégusté quelques Mikaté, sur le stand. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de choses qui se font, des concerts, c'est vraiment très, très bien. Donc vous pouvez retrouver sur le podcast quelques interviews qu'on a fait avec, les personnes qui sont venues. Sur la chaîne YouTube, dernièrement, on a publié la vidéo sur, le combat, qui s'est fait, à Kinshasa, au Zaïre, en 1974,
entre George Foreman et Mohamed Ali. C'est en fait une pièce de théâtre qui ici se fait à Londres. Il reste encore quelques jours pour aller justement voir cette pièce de théâtre parce qu'elle s'arrête le 6 décembre. Donc c'est l'occasion de venir à Londres pour un week-end et de juste jeter un coup d'œil. C'est vraiment une pièce de théâtre très intéressante. On va peut-être faire une autre vidéo pour parler un petit peu des acteurs qui sont dans cette compagnie, parce qu'il s'agit d'une compagnie théâtrale en réalité. Mais on a été vraiment replongé dans les années 70 et l'ambiance des années 70. Et moi qui suis un peu nostalgique, voilà, j'ai commencé un petit peu à me remettre un peu dans le passé. Donc, je me suis amené un petit verre. Enfin, c'est un des gobelets qui est utilisé pour justement boire un verre sur place là-bas. Donc évidemment, ça c'est mon petit souvenir. Mais voilà, c'était très intéressant. Prochainement, on parlera également de d'autres, d'un livre très intéressant aussi qui parle du Congo. Je vous le montre juste là rapidement ici, écrit par Gervais Louembé. Alors oui, J'ai tout pas à eu fait, encore oui, l'occasion de rencontrer personnellement, mais tout voilà, à ça va fait. faire l'objet d'une autre vidéo pour parler un petit peu de ce livre qui s'appelle Au Congo de Gervais Louembé, donc qui est disponible déjà, qui est sorti cette Oui, tout année. à fait. Un Et livre, j'ai eu vraiment un livre, la chance d'avoir une copie. voilà, un livre vraiment très intéressant, effectivement, que moi aussi j'ai et qui me permet aussi de, voilà, qui me permet d'avoir une vraie vision du Congo, en tout cas à notre aspect. Donc voilà, ça y est, Voilà. ma petite diapositive, ma petite diapo est prête. Je te remercie en tout cas pour Kevin d'avoir comblé le vide. Donc, on va pouvoir maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet et qui est donc ce sujet, c'est de prendre l'argent de la France pour créer nos business en Afrique. Et c'est Mmh mh. vrai que quand tu m'as demandé, mais oui, comment t'es venue cette idée? En fait, pourquoi je me suis posé cette question? Je me suis posé cette question parce que je me dis, voilà, nous sommes dans une période où on est quand même en confrontation, où on est quand même dans dans une envie de liberté, ou en tout cas de se libérer de l'impérialisme occidental et notamment français. Donc on est amené souvent à faire des manifestations anti-CFA, anti beaucoup de choses. Mmh. Mais en même temps, quand on veut développer nos choses sur le continent, bah, malheureusement, les seuls endroits où pour l'instant on arrive à trouver du financement, c'est en France. Donc, en tout cas pour moi qui vis en France. Bien sûr, il y a d'autres endroits où on peut en trouver, mais en tout cas, ceux qui financent notre économie ou nos industries ou nos entreprises sont malheureusement des systèmes bancaires et des systèmes économiques ou des incubateurs qui sont hors d'Afrique. Mmh. Comment ce sujet m'est donc venu donc à l'esprit? C'est que comme je te disais tout à l'heure, c'est que depuis même l'an dernier en fait, hein, l'Afrique, le sujet de l'Afrique est en débat en France et de manière intensive. Alors c'est vrai que sur Ouais. le niveau diplomatique, la France a perdu beaucoup, a beaucoup perdu, voilà, il y a eu beaucoup de ratés. Et ce soir, ça va pas être l'objet ça va pas être l'objet de la discussion parce que voilà, c'est plus géopolitique. Aujourd'hui, on va plutôt travailler sur la partie Mmh mh. économique. Et donc, des rapports ont été faits. Des rapports ont été faits pour savoir ben, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est mal passé. Il y a un rapport qui a été donc émis par Monsieur Fuchs du MoDem et qui a été Mmh. d'abord mis en débat au Sénat le 8 novembre. Donc, il y a eu un débat. Je suis en train voilà, de récupérer la vidéo. Elle sera sur ma plateforme. Et donc, la semaine dernière, donc le mardi 21 novembre, à l'Assemblée nationale, pendant 3 heures, donc, il y a eu un débat sur le continent africain, sur l'Afrique, sur les relations entre Afrique et France, Mmh. où tout le monde a pris la parole. Donc là, vous voyez Madame Colonna. Madame Colonna est donc alors, tac, tac, bon, c'est un peu lent. Madame Colonna, c'est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle s'est rendue encore récemment au Nigeria. En fait, il faut Mmh. savoir que la France entretient donc de très bons rapports avec, en termes de- d'échanges économiques avec le Nigeria ou avec l'Angola, avec beaucoup de pays hors zone CFA. D'ailleurs, j'ai appris par Monsieur Brecht, que je vais vous présenter après. Tac, tac. Monsieur Brecht, c'est un délégué
Alors attendez, tac, tac. Ministre délégué, ouais. C'est un ministre délégué, tac, tac. Oui, voilà, c'est un ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité et des Français de l'étranger. Et lui, en fait, nous apprend, et c'est vraiment avec lui que j'ai appris que, en fait, c'est en Afrique que la France fait son plus gros chiffre, entre guillemets, «d'affaires», en tout cas de commerce extérieur, heu, au-delà même devant, Mmh. l'Asie ou devant d'autres pays. Donc l'Afrique reste quand même un très gros marché pour la France, et donc c'est normal qu'elle soit aussi impliquée, sur le continent. Donc c'est vrai qu'il il nous est souvent critiqué, en tout cas, pour ceux qui sont un peu militants ou panafricains. On nous dit souvent: «Oui, vous parlez beaucoup de la France, vous êtes toujours dans la critique», mais il faut savoir que de l'autre côté, ils sont aussi dans la ils sont aussi dans l'étude, ils nous étudient, ils essaient de comprendre, et voilà, chacun dément un peu ce que les uns disent. Les uns disent que voilà, que nous on est des on donne des fake news, et voilà, les uns et les autres se renvoient la balle, mais de toute manière, il faut comprendre qu'il y a vraiment un échange, entre le continent africain et la France. On est vraiment très liés. Alors, monsieur Brecht aussi, disait, donc il faudra écouter donc le dossier enfin, la revue de presse que j'ai fait la semaine dernière, donc par rapport à un texte, donc un interview qu'il a fait sur Les Échos, et lui, effectivement, il incite les entreprises françaises à venir sur le continent africain. Il dit même que les entreprises françaises sont les bienvenues, donc c'est lui qui les invite à venir. C'est même pas nous. Ce qui est Heu assez, oui, ce qui est assez drôle, oui. Oui, tout à fait. C'est lui qui dit que ils sont les bienvenus. C'est pas nous qui disons que c'est bienvenu, voilà. Donc, il faut savoir alors je sais plus en combien de temps, mais en tout cas le nombre d'entreprises françaises sur le continent africain, en tout cas dans la zone CFA, a presque doublé. Donc, on était passé de 2 000 à 4 000 en tout cas, et voilà. Donc, voilà. Donc il a donné quelques chiffres qui sont quand même assez impressionnants en termes de voilà, de ce que ça rapporte. Il faudra relire le rapport. Alors, moi aussi, donc, j'en profite aussi. Alors, je ne sais pas si tu as précisé que tu étais du Congo, Kevin, du Congo, de République du Congo, c'est vrai. Ah ouais, beh, D'ailleurs, toujours le Congo, ouais. voilà, d'ailleurs, c'est autour du Congo qu'on s'est rencontrés et qu'on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup échangé. Et donc, du Effectivement, ouais. coup, pourquoi je parlais du Congo? C'est parce que voilà, c'est vrai que, nos pays, ont ont les qualités qu'elles ont, mais elles ont aussi leurs défauts, et on a des pays quand même qui sont dynamiques dans le sens où en termes de jeunesse, puisqu'il faut savoir Mmh mh. qu'au Congo, c'est, 47 de la population qui a moins de 18 ans, donc ce qui est énorme sur une population de près de 6 millions. Ils ont choisi comme stratégie économique la rente, donc la rente pétrolière, Et minière et aussi, hein. comment? Et Minière également, hein, parce oui, il y a le que, minière aussi, oui, bien sûr, il y a le minière, mais c'est vrai que ah voilà, les la la République du rente la Congo, rente des ressources extractives, on va dire. voilà, c'est exactement, mais c'est vrai que la République du Congo est surtout reconnue pour Ouais, pour son pétrole, effectivement. et donc effectivement, on arrive à des drames, donc comme il a pu arriver, donc la semaine dernière, Mmh mh. donc excuse-moi, ça prend du temps, tac, tac, voilà, où, malheureusement, ben, on n'a pas eu une émeute de la faim, on a eu une émeute de l'emploi. C'est-à-dire dans le sens où, il y a eu un recrutement, massif, de l'armée Mmh mh. qui s'est mal déroulé, et donc en fait, on a eu, près de 37, décès, donc de personnes qui ont trouvé la mort pour effectivement, postuler à un poste, de militaire. Alors pourquoi, comment on fait le lien justement avec l'entrepreneuriat et ce cas? Ben, moi je trouvais qu'il y a un lien dans le sens où, ben, c'est parce qu'il y a vraiment il y a un chômage très fort, et qu'il y a une désespérance, on va dire, de notre jeunesse à trouver des issues, trouver de l'emploi, trouver de l'activité.
Et cet emploi, finalement, on le retrouve que du côté ben de, que du côté de l'État. Ouais. Alors, tu vois ici que on a un taux de chômage qui a augmenté, qui a explosé dans les années 2000. Alors, c'est écrit en tout petit. 2000. Alors, attendez, je vais regarder sur l'autre ordinateur. 2020? Ouais, 2020, ouais, voilà, 2020, excuse-moi, parce que je ne voyais pas Ouais. là, c'est en tout petit sur mon ordinateur. On a un taux de chômage qui a augmenté, donc a explosé donc, en 2020. Mmh. Ouais, voilà, c'est bon, je l'ai là. Tac, tac, taux de chômage. Voilà, donc qui a explosé en 2020 de l'ordre de pratiquement de 22%. Bon, en 2022, c'est descendu à 21%, mais ça reste énorme. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une grande partie de la jeunesse, voilà, se trouve désœuvrée et se trouve sans rien. Pour moi, l'un des rôles de la diaspora, justement, c'est de créer justement ces emplois. Parce que ces emplois, finalement, qui ne se trouvent pas, c'est pas qu'à l'État, effectivement, de les créer, hein. Mais c'est aussi bah, à nous de pouvoir créer ça s'appelle nos entreprises sur le continent africain. Et pour ça, et pour cela, alors, euh, alors j'avais mis l'exportation. Alors c'est vrai qu'effectivement, donc, voilà, en termes d'exportation, il faut savoir qu'effectivement notre balance, alors ça s'appelle quoi la balance extérieure, la balance des exports Balance a commerciale, ouais. complètement, voilà, a complètement chuté. Donc ça veut dire que l'argent qui rentre dans les caisses ben, considérablement baissé. Tac, tac, tac. Là, pourtant, on a une production du pétrole brut qui est bon, qui a aussi un peu baissé par rapport à il y a 5-6 ans, mais qui reste quand même assez considérable, avec une chute massive en 2022. Mais je pense que ça vient du fait qu'avec le Covid, ben, tout s'était arrêté. Tous les robinets s'étaient arrêtés, il y avait plus de vente. Donc, cette chute qu'on voit à ce niveau-là, elle est surtout due au Covid. D'accord. Et voilà. Et la chose qui m'intéressait, c'était vraiment le taux d'impôt des sociétés. Le taux d'impôt des sociétés qui reste quand même relativement élevé. Ah, ça, élevé, c'est rien que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, qui reste de l'ordre de, bon, là, qui reste de l'ordre de 28%, mais on revient de loin parce que je regarde, je vois qu'en 2014, on était à 34%. Bon, là, maintenant, on est descendu à 28%, mais ça reste énorme. Ça reste énorme. Elle est un peu calquée, malheureusement. Alors, excusez-moi, hein, je vous fais pratiquement un cours. Elle est malheureusement un peu calquée sur la stratégie française qui est, elle aussi, sur des taux d'imposition élevés. Alors, on nous dit que le taux d'imposition constaté pour les sociétés en France, elle, s'établit à 8,7%. Mais par contre, on a un taux d'impôt voilà, sur le social qui est énorme. Et c'est ça qui alourdit en fait ça s'appelle la rentabilité, en tout cas qui met la France en fin de classement. Et donc, les pays les plus taxés en entreprise, bah, la France, elle est parmi les deux premiers. Et paradoxalement, alors que les États-Unis sont quand même considérés comme le pays voilà, du libéralisme, bon, on voit quand même que ça reste quand même un pays qui est super, super taxé. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'était donc tout ce petit, voilà, tout ce petit laïus. Donc pour dire que voilà, on veut effectivement entreprendre sur le continent africain, mais qu'on a aussi des difficultés et que ces difficultés ben, sont faites qu'on n'a pas forcément les facilités pour pouvoir nous développer directement depuis le pays, en plus de trouver, d'avoir des financements qui sont très, très difficiles. Je te laisse prendre un peu la parole parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que toi, tu as quelque chose à redire par rapport à tout ce que j'ai pu dire et est-ce que tu trouves logique, en fait, le lien que j'ai pu faire justement entre ben, les incidents qui peuvent arriver sur le continent africain à cause de l'emploi, à cause du manque d'emploi, et le fait que demain, on soit demain obligé de prendre de l'argent ben, de là où on nous le donne, de la France, demain,
pour devenir peut-être nous, les nouveaux colons sur le continent africain, pour pouvoir peut-être créer les emplois de demain? Bon, moi, je vais dire deux choses. C'est que ce que tu dis là est vrai en réalité, hein, et tu le dis avec tact et j'ai envie de dire, tu saupoudres un peu ces éléments-là. Parce qu'en réalité, même le chiffre du chômage, ça, c'est des chiffres ce sont des estimations. Mais Bien en sûr. réalité, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que ça. Parce qu'en réalité, quand on prend bien la définition du chômage, on part du principe que, les gens qui sont au chômage sont ceux qui sont en âge de pouvoir travailler et qui, à partir d'une certaine période, ont cherché de l'emploi et n'en ont pas trouvé. Et je crois que cette période est à peu près de 30 jours. Mmh. Donc si on regarde bien, il y a énormément de jeunes qui, dès qu'ils ont terminé en fait, leur cursus, scolaire ou universitaire, se retrouvent déjà sans emploi, ou ont du mal à être intégrés, que ce soit même dans la fonction publique ou en fait ils ont, normalement une place qui leur est réservée où l'État doit être en capacité d'absorber ces personnes-là. Donc en réalité, il y a un chômage qui est beaucoup plus important que ça et qui touche effectivement les jeunes. Moi je c'est un sujet enfin, quand on parle des jeunes, personnellement, moi, mon sang ne fait qu'un tour. Parce qu'en réalité, moi aussi, je fais partie de ces jeunes-là. Il faut aussi rappeler, hein, pour l'audience que pour ceux qui sont peut-être pas congolais et qui ont besoin aussi de se remettre un peu dans le contexte, mais le Congo, c'est un pays qui, a tenté de faire quelque chose pour les jeunes. Bon, on a envoyé des jeunes, un peu partout dans le monde, que ce soit en Russie, que ce soit à Cuba, au Sénégal. Je crois qu'on en a envoyé Au en Afrique Maroc du aussi, Sud également, le en Maroc aussi, Namibie, au Maroc, bon, ouais. pour aller étudier et pour, un petit peu comme dans cet esprit dans les années 80 où effectivement on a envoyé des jeunes, aller étudier en URSS, aller étudier en Allemagne de l'Est et cetera, dans des pays, qui aujourd'hui, bon, sont sortis de ce bloc soviétique-là. Mais l'idée était de dire: «Bon, mais on vous envoie pour vous former, pour que vous puissiez contribuer à l'essor économique du pays par de la connaissance, par de la transmission». Et il est vrai que, bon, dans les années 70, le Congo était très à gauche et donc on était potes avec les soviétiques. Donc on avait, et puis il y avait les soviétiques avaient aussi une véritable politique sur le continent avec, des pays qui étaient beaucoup plus à gauche et qui avaient un penchant un peu socialiste, communiste, de pouvoir en fait, donner des opportunités à cette jeunesse de l'époque qui est en fait, bah, nos grands frères, nos parents, nos oncles peut-être aujourd'hui, d'aller, étudier donc à l'étranger. Donc, i le bloc soviétique est tombé dans les années 90, eux, ils se sont retirés et puis il y a eu un vide aussi. Donc, ça a été certainement aussi une problématique pour trouver d'autres pistes puisque, bah, la population africaine, elle ne fait qu'augmenter. On a de plus en plus d'enfants, bon, et donc, il y a un moment donné, ces mêmes enfants-là, va falloir qu'ils aillent étudier, il va falloir qu'ils se trouvent un travail, qu'ils aient une maison. Et puis notre culture est un peu une culture aussi, très familiale, mais aussi un peu égocentrique parce que, bah, si on réussit, bah, il faut aider les autres, mais sa réussite, elle est d'abord personnelle. Donc tout ça fait que, il y a plein de jeunes qui n'ont pas d'opportunités en réalité, qui en cherchent et qui n'arrivent pas à en trouver. Et même celles qui étaient garanties par l'État, où on vous dit: «Beh, vous partez étudier à l'étranger avec une bourse». Et notamment, vous avez des bourses pour des gens qui sont dans le civil et aussi des jeunes qui étaient partis, pour aller, dans l'armée. Eh bien, même là aussi, on a senti que le Congo était aussi en difficulté. On a eu plein d'étudiants qui sont partis et ça partait d'un très bon sentiment et l'initiative était, je pense, de mettre différents blocs d'un même puzzle ensemble en se disant: «Bon, on a besoin de développer, le secteur de la santé, que les gens puissent se soigner et cetera, mais on a un déficit en termes de dividendes humains, on a un déficit en termes de capacité, infrastructure notamment, et aussi en termes de compétences». Donc, les compétences, on peut les mettre avec les hommes également, mais quand on n'a pas assez de médecins et que le peu qu'on a, ils sont pas très bons, il va falloir qu'on fasse un truc. Donc l'idée d'envoyer massivement des jeunes au à Cuba pour aller apprendre la médecine, à devenir spécialiste et cetera. Ça part d'un bon sentiment. Entre temps, eh bien, il y a des hôpitaux qui devaient être construits, qui devaient justement absorber tous ces jeunes-là. On a vu que, bah, les hôpitaux ont eu du mal à se terminer parce Mais que, du bah, l'argent coup de l'État mais n'arrivait du pas. coup
Mais du coup, la Oui. question que je pourrais te poser, parce que voilà, effectivement, il y a eu quand même une volonté de l'État de, voilà, d'éduquer ou en tout cas de faire former sa jeunesse. Pourquoi cette Oui. jeunesse ne revient pas, ou en tout cas revient très peu, et quand elle revient, elle n'est pas en mesure, derrière de créer justement ces industries qui nous manquent. Il y a un exemple qui est souvent repris. Alors hier, j'étais dans l'université du panafricanisme, qui a été Mmh. organisée par Hamzat Boukari, entre autres, et sont intervenus en fait des intervenants, voilà, voilà, sont venus, voilà, des migrants. Et Mmh. c'est vrai que la question que je alors c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil de ma ques de mon sujet, attends, Pourquoi je ils ne laisse. rentrent pas pour lancer des Oui, business voilà, pour, exactement. Oui, voilà, pourquoi ils rentraient pas, voilà. La question effectivement, c'est oui, voilà, c'est pourquoi, cette jeunesse, voilà, ne revient pas, voilà, directement sur le continent pour pouvoir aussi apporter sa mais je pense qu'il faut faire la distinction entre d'abord la diaspora, celle qui s'identifie comme étant congolaise ou africaine et qui ouais, est née à l'étranger et qui a grandi à l'étranger avec des codes occidentaux ou des codes de leur pays, dans lesquels ils sont nés. Ça c'est un groupe en particulier et puis il y a ceux qui ont eu la chance de quitter le Congo parce que soit leurs parents avaient les moyens de pouvoir les envoyer à l'étranger ou soit parce que l'État congolais a pu créer soit des programmes, soit des bourses pour mais envoyer mais un certain nombre mais d'étudiants pourquoi à l'étranger. Donc mais pourquoi j'ai tu dis d'abord commencé avec eux. mais pourquoi tu dis une Oui, chance? Pourquoi tu dis que c'est une chance? Normalement, pour moi, mais parce que les c'est gens pas qui donné mais parce que c'est pas parce donné que à tout le monde, parce que c'est pas oui, donné à bien tout le sûr, monde de pouvoir mais quitter le mais Congo et pour moi, d'aller, il y a pour moi l'idée, attends, on va voir si des gens parlent sur le chat, parce que du coup, comme je le gère pas du tout. Ouais, parce que, pour moi, l'idée, c'est quand même aussi qu'on revienne, apporter bien sûr. notre savoir-faire. Or, je trouve que, alors voilà, c'est vrai que souvent, voilà, les gens sont déçus et finalement ils préfèrent rester finalement dans les pays d'accueil. Et donc, Mais justement la jeunesse dont tu parles, ouais, elle n'est pas que étrangère, elle n'est pas que hors dehors du Congo. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Parce que quand tu prends les chiffres du chômage que tu donnes, ce sont des chiffres qui sont techniquement des chiffres de cette population de jeunes qui est au Congo. ouais, Et donc ces jeunes-là, eux, ils sont déjà pas équipés en termes de compétences pour se dire: «Bon, je vais lancer une entreprise, je vais lancer quelque chose». tout à Donc fait, quand ils ont la possibilité et c'est un petit peu le mode opératoire, c'est de dire: «Bon, vous devez passer par l'école, vous devez faire un cursus, obtenir un diplôme et vous aurez peut-être la chance de postuler à un job». L'idée de base, elle est là et c'est je pense qu'on a tous grandi avec ça. Mais maintenant, quand il y a une opportunité de dire: «Bon, je vais pas aller étudier à Marion-Gwabi, je vais pas étudier à, je ne sais pas moi, l'ESJAE, l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises, ou je vais pas aller étudier à un autre institut. Mes parents peuvent m'envoyer aller étudier au Maroc, aller étudier au Sénégal, en Afrique du Sud ou peut-être même au Rwanda, j'en sais rien, ou aux États-Unis, peu importe. C'est ces opportunités-là ne sont pas données à tout le monde. C'est d'abord un fait. Et maintenant, quand on a l'État qui dit: «Beh, nous, on va vous envoyer, étudier, je sais pas moi, le génie civil ou génie mécanique en Russie. Vous allez partir, peut-être, bon, on avait des étudiants en Ukraine qui étaient même bloqués pendant les premiers tout à affrontements, fait, qui étudiaient là-bas. D'autres qui étaient peut-être en Moldavie. On ne sait pas exactement aussi la population de certains de ces étudiants, mais on sait qu'il y a des étudiants congolais qui sont en Tunisie, qui sont au Sénégal, qui sont au Maroc, hem et qui, voilà, eux partent, heu, avec soit leurs moyens, bon, on ne sait pas trop comment ils ont réussi à faire, mais il y en a qui se débrouillent quand même et puis des fois, il y a l'État qui a donné un coup de pouce. tout à Donc fait. donc cette jeunesse-là, elle a la vocation déjà de rentrer en réalité parce qu'elle ne peut pas rester dans ces pays-là, déjà par rapport à leur visa, par rapport à leur cursus et puis surtout que si l'État s'est engagé à les envoyer là-bas, ils doivent aussi revenir. Donc l'exemple des étudiants qui sont partis à Cuba, on parle de 700 étudiants ou plus, eux, font ont été envoyés par le gouvernement et donc ont été aussi rapatriés par le gouvernement. Donc donc juste pour cet aspect-là,
on répond, ça répond déjà à ta question de dire qu'on a des gens qui doivent revenir avec des compétences et qui sont censés revenir. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui, effectivement, ne reviennent pas à titre personnel ou qui veulent simplement pas y retourner, mais ça entraîne d'autres conséquences. Par exemple, si un étudiant part à Cuba et il décide de ne pas rentrer, d'accord? Il se retrouve déjà dans une position d'illégalité parce que, bah, déjà pour refaire son passeport, c'est compliqué. Pour avoir un autre visa, c'est difficile. Donc, quelque part, il se retrouve un peu coincé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tout il à y a fait, des ouais. gens qui rentrent dans ce système où, effectivement, bah, ils deviennent, comme on disait on disait en Afrique du Sud, ils deviennent des Ngounder, hein, c'est-à-dire ils ont le papier de Ngunda, qui est en fait le papier des réfugiés, pour dire qu'ils sont réfugiés, qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays et cetera. Mais ils se retrouvent avec, voilà, d'autres restrictions. Mais bref, moi, je suis d'accord avec ton approche qui est de dire il faut qu'on puisse revenir dans nos pays, qu'on puisse investir, qu'on puisse. Moi, j'entends bien cet argument-là. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui, et il faut peut-être le regarder aussi comme ça, qui ont une relation avec leur pays d'origine, parce que là, on parle du Congo, mais on peut parler de plein d'autres pays, Ah oui, bien sûr, bien qui sûr. ont, qui Là, ont, qui ont, voilà, qui ont- je parle du Congo parce qu'effectivement, le Congo, c'est quand même un pays que je connais un peu et que voilà, ouais. sur le, effectivement, c'est là-bas que j'ai créé ma première structure, ma première entreprise. Je l'ai créée vraiment au Congo, donc du coup, j'ai un lien direct avec voilà, avec le pays. Mais et pour moi, c'est un pays qui a son potentiel. Déjà parce Et que mais les géographiquement, 54 pays ont du potentiel en voilà, tout réalité. à fait, Ils tout ont à fait, tous. tout à fait. Mais maintenant, le problème que l'on rencontre et même sur tout le continent, hein, il n'y a pas qu'au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, enfin un peu tous les gens de la diaspora, la première question qui leur revient quand on les accompagne, parce que voilà, je fais aussi de l'accompagnement, c'est bien sûr cette nécessité de financement. Voilà, Mais donc le financement, avant, je pense que, tu sais, c'est comme on dit en français, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en bien réalité. sûr, Parce que quel est le cheminement logique pour que, heu, un membre de la diaspora congolaise se dise: «Je vais aller au Congo pour y créer une activité génératrice de revenus ou créer une entreprise» et cetera. Il y a toute une réflexion, je veux dire même psychologique, en réalité. tout Parce à fait. que hormis ceux qui sont partis, parce que ce que tu dis, il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Il y a des gens qui ont quitté le Congo dans les années 80. Il y a d'autres ont quitté le Congo dans les années 70, dans les années 90, juste avant les événements, on va appeler ça comme ça, les événements de 90, d'accord? Les événements, c'est Bon, plutôt une guerre, mais bon, on va les dire que les événements, événements. ouais, bon, voilà, pour être, truc. Heu, donc il y en a qui sont partis et qui sont plus jamais revenus, mais qui, en fait, ont une relation avec leur pays qui est très particulière. Non, non, mais tout à Moi, fait. j'ai Non, moi non, moi, j'ai justement, mais l'impression qu'il y a c'est des vrai, gens qui ont une rela oui? c'est vrai, je te laisserai reprendre. C'est vrai que quand moi je fais remarquer mon enthousiasme pour le Congo, c'est vrai que, voilà, c'est pas tout le monde qui est réceptif effectivement à cet enthousiasme parce Ah, qu'effectivement, il y a cette douleur, il y a cette cicatrice, il y a cette blessure, et cette fracture, qu'il y a depuis effectivement un certain nombre, bah, oui. durant enfin, qui ont eu lieu depuis cet événement comme tu dis et qui n'est pas cicatrisé. Maintenant, c'est vrai que, au-delà de ça, au-delà de ça, moi, c'est vrai que j'ai aussi je vois le côté un peu business et un peu entrepreneurial et c'est vrai que ça me permet peut-être de contourner un peu le sujet, mais effectivement, je peux comprendre que, Bah, oui. voilà, il y a des gens qui veulent plus revenir sur le Si continent ou si en tout si cas tu si qui ont tu une si tu regardes détestation ça si tu profonde regardes avec ça de cette manière-là, imagine que, heu, là où tu as grandi, là où ta mère t'a élevé, là où ton père t'a élevé, c'est-à-dire le quartier, le lieu, ton lieu d'habitation pour, pendant tes premières années. Imagine que demain tu puisses plus y retourner ou que si tu y retournes, tu sais que c'est en ruine, c'est complètement désolé, tout à d'accord? fait, Que tu peux pas y mettre les pieds. Il y a des Congolais qui sont en France et qui, en fait, se sont mis dans une position aussi un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont mis de facto aussi dans une position de dire que, beh,
Nous, on aime tellement le Congo qu'il faut qu'on puisse en parler tous les jours, qu'on puisse le critiquer tous les jours, parce qu'il n'est pas à la hauteur du pays dans lequel on est, en fait. tout à fait. Et c'est là où finalement tu regardes cette diaspora, africaine, enfin même ici à Londres, hein, c'est un peu pareil, hein. Parce qu'on a le même genre de sentiments face à la communauté caribéenne ici, de Trinidad, de Sainte-Lucie, de Dominica, et cetera, qui, sont aussi venus dans des conditions aussi un petit peu difficiles, qui ont quitté leur pays dans des conditions très difficiles. Avec le fameux Gold Rush dont on parle aussi, où ils ont été parqués dans des immeubles, et cetera. Bref, ils ont été traités comme du bétail pour certains. Mais si tu veux, il y a toujours cet amour de leur pays, mais ils vont pas y retourner parce qu'il y a un style de vie, il y a un cadre de vie qui fait que, voilà, il va falloir les convaincre, pendant plusieurs années, leur dire que, beh, c'est là-bas que vous devriez être. Et il y a plein de raisons pour lesquelles, et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec ton approche de dire qu'il faudrait effectivement qu'on y aille. Mais la relation que, heu, peut-être c'est peut-être pas la majorité, mais peut-être au moins 35 ou 40 des, de cette diaspora qui, et je parle pas de ceux qui sont nés, mais de la première génération, celle qui est venue immigrer en France pour des raisons peut-être économiques, des raisons aussi politiques, des raisons, on a vu des événements, mais en réalité, quand tu regardes bien l'histoire de l'Afrique sur, les années 70 à 90, enfin même jusqu'en 2000, c'était, excuse-moi, mais c'était un vrai bordel. Bien sûr, C'était bien un sûr. vrai bordel. Il y avait des guerres partout, des événements partout, des Tout à fait. des des coups d'État partout, du nord, du sud à l'ouest, il y en avait partout. Et tu Alors c'est vrai descends que même jusqu'en alors Afrique du Sud, on était dans un même bourbier, tout à en fait, tout à réalité. fait, tout à Donc fait et c'est vrai que quelqu'un et qui c'est dans vrai ce qui est dans un système comme ça, imagine tu es au Rwanda, le seul truc que tu as envie de faire, c'est de tout de à fait, de de tout à de fait. de partir. En Afrique du Sud, tu avais pas d'opportunité dans les années 90. Mmh. C'était le tout début de la fin de l'apartheid et c'était encore un peu là. Bon, la Rhodésie, n'en parlons pas. Tu prends aussi, toute l'Afrique de l'Ouest, on a eu des coups d'État, enfin Tout le à fait. Nigeria n'était pas stable, le Ghana n'était pas stable non plus. Enfin bref, c'est-à-dire que tous ces pays dont on parle, hein, plus ou moins bien maintenant, et ils ont connu des moments très difficiles, tu Tout à vois? fait et c'est vrai que je te rejoins tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu une longue période d'instabilité. Comme tu dis, il y a eu toute une série de guerres. D'ailleurs, au ce qu'on on peut remarquer quand même que quand il y a eu l'événement, comme tu dis, au Congo, Brazza, en face, il y a eu pratiquement le au même moment, ben, Ah oui. il y a aussi des conflits. Donc, c'était vraiment, un peu partout sur le continent africain. Mais maintenant, on arrive dans une période où il y a quand même un peu il commence à y avoir de la sérénité. Il commence à avoir, les gens commencent à être un peu plus éveillés. Bon, on peut surtout le remarquer, dans les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger et le Burkina, qui ont montré une certaine, volonté de couper le lien. Mais là, ils sont effectivement dans une lancée. À Mais quel nous, la prix? question, voilà, mais nous, la question et à laquelle effectivement je t'ai invité pour aujourd'hui, c'est de savoir, mais finalement, Mmh. nous, qui voulons intervenir sur le continent africain, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes vont te dire, vous entendez beaucoup de coachs business qui vont dire que pour sauver l'Afrique, il faut passer par l'économie. Mais l'économie, ça veut dire qu'il faut qu'on ait du financement. Et ce financement, où va-t-on le chercher? Or, le problème, c'est que à l'heure actuelle, les seuls qui nous donnent le financement, ce sont nos ennemis. Enfin, entre guillemets, hein, on n'est pas dans une voilà, c'est une façon de parler, mais on va dire Oui. que ceux qui nous financent, on va dire, c'est plutôt ceux à qui avec qui on s'oppose. D'accord? Donc, c'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe parce que on doit faire des choses sur notre continent, on doit le faire avancer, on doit le faire, «progresser» entre guillemets, mais en même temps, on nous donne pas les moyens de le faire. Et là, quand Oui, je t'ai mais montré et quand je t'ai montré même les mmh. ça s'appelle le taux des sociétés et compagnie, tu vois que quand même, revenir au pays, entreprendre au pays, c'est pas facile. Mais justement, et c'est tout ça qui fait que, au-delà de la relation personnelle de chacun vis-à-vis de son pays et des Congolais vis-à-vis du Congo, il y a aussi techniquement des freins qui, depuis qu'on parle de cette histoire d'entrepreneuriat, depuis qu'on est là en train de jouer ce disque à répétition qu'il faut entreprendre, on est même il y a certains qui s'amusent même à rappeler
à titre d'exemple, cette phrase de Kennedy, qu'il avait sortie, je crois, dans les années 60, où il disait: ne vous posez pas la question de ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt de ce que vous pouvez faire pour votre pays». Tout à fait, On ouais. est dans cette on est dans cette démagogie-là. Parce qu'en réalité, le Congo n'est pas attractif comme pays, faut déjà le dire. Les Américains eux-mêmes l'ont dit à travers le Doing Business, et si on prend de 2015 jusqu'à 2020, le Congo n'a jamais été en fait ce pays qui pouvait intéresser les investisseurs. Quand on a eu justement, un peu ce pic pétrolier, si on peut appeler ça comme ça, en 2014, où le prix du baril est allé, dépasser les 100 $ et que, Tout à fait, heu, ouais. quelques années après ça a chuté, on est allé jusqu'à 15 $ et cetera. Ouais, Heu, là, ce comment dirais-je? Même dans cette période-là, on a bien vu comment le Congo a souffert, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a jamais eu de tentative véritablement de dire: «Comment va-t-on véritablement développer le secteur privé?» Parce que c'est aussi tout ça qui fait que des étrangers vont vouloir venir massivement et qu'on va avoir aussi, cette diaspora dont tu parles et qui va venir a absolument s'investir dedans. tout à On fait. est on est dans le dernier tiers des, pays les plus attractifs. C'est-à-dire que le Congo, en termes de chiffres, on est pas loin de l'Érythrée, on n'est pas loin de la Somalie, on est pas loin de ces pays-là, en fait, dans le classement. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à devenir attractif? Est-ce que c'est une volonté politique pour toi? Et bon, peut-être que Parce que je c'est pas une te priorité, c'est pas est-ce une que priorité. Comme je tu t'envoie l'as peut-être dit, pour on des est dans une logique de rente. voilà, voilà, quand je te pose la question, peut-être que je te mets sur un terrain glissant, mais c'est vrai, est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que c'est parce que c'est une inconscience politique ou une inconscience économique? Parce qu'effectivement, on va pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Je veux dire que là, 37 personnes qui décèdent pour trouver un emploi en tant que Non. militaire. Je dénigre pas le fait qu'il faille des militaires, mais finalement, il y a eu un problème de désorganisation. Il y a un problème de voilà, il y a Oui, mais pour qu'il y ait une telle cohue, pour qu'il y ait il faut une telle bousculade, c'est que les gens, mais s'ils n'ont pas faim, en tout cas, ils sont en demande d'emploi. tu sais, non, il y a Charles Gave, hein, économiste et financier français, il a l'habitude de dire que, l'énergie, l'économie, c'est de l'énergie transformée Tout à fait, et moi, j'ai envie de dire que l'énergie d'un pays, c'est une jeunesse qui est transformée. tout à Parce fait, qu'en réalité, pour qu'on puisse avoir, un certain dynamisme dans nos pays, qu'on ait de la créativité, tout ça, en réalité, ça va venir de la jeunesse. tout à Et fait. la manière dont on traite la jeunesse et je comprends et moi je fais le parallèle avec ce que tu dis sur les derniers événements qu'on a vus, au stade Ornano, qu'il faut absolument, condamner et avec la dernière énergie comme on le dit, fréquemment, mais ça fait mal et c'est pour ça que moi je disais tout à l'heure qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de la jeunesse, je suis toujours, abasourdi de voir à quel point en fait on s'en fout royalement de cette jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est celle qui certainement souffre le plus. Et quand je dis jeunesse, je fais pas de distinction, homme-femme, en réalité tout le monde souffre à tout point de vue. Tu comprends? À Mmh. tout point de vue. Que ça soit nos étudiants qu'on a envoyés et qui ont eu peut-être cette opportunité de pouvoir aller étudier, qui se retrouvent bloqués, qui peuvent pas faire leur passeport, qui peuvent pas avoir de visa, qui peuvent pas aller faire leurs examens parce que, bah, le Congo ne paye pas ou parce que, il y a d'autres problématiques autour de ça. C'est une souffrance. C'est Tout à une fait, souffrance. Moi qui ai été étudiant, je peux te dire en Afrique du Sud, quand on ne recevait pas la bourse, mais qu'est-ce que tu veux dire à celui chez qui qui te loge que je peux pas te payer ton loyer parce que mon gouvernement ne va pas payer ma bourse? c'est Qu'est-ce ça. que tu veux qu'il lui, il comprenne? Lui, il s'en tape complètement parce que lui, il a des charges à la fin du mois. Tu comprends? Tout à Donc c'est une mmh. souffrance en réalité. Quand tu peux pas refaire ton passeport ou qu'on te demande moi je me souviens, à l'époque en Afrique du Sud, on avait des équipes qui descendaient pour nous faire les passeports, mais on payait beaucoup plus cher que si on faisait le passeport à la maison. On payait aux alentours de 150 $. Mmh. C'est ce qu'on nous exigeait. Moi, j'ai payé mon passeport ordinaire, le marron là, 150 $ parce que le mien avait expiré, parce que bon, bah, là, nos passeports, c'est 5 ans. Mais ce que je veux dire, je donne ces exemples là simplement pour étayer le fait que
même quand on a la chance de partir à l'étranger, on est toujours un petit peu victime et on a personne sur véritablement qui compter. Et c'est, je pense, ça aussi qui peut être, voilà, peut alimenter ce désir de se dire: «Bon allez, je fous le camp, je mets les voiles, le Congo va être mis entre parenthèses et je vais tenter ma chance, advienne que pourra». Et il y a des jeunes qui sont dans ce truc-là, bien sûr. qui en sont arrivés là. Donc, moi j'ai envie de dire, si tu veux vraiment qu'on parle de la jeunesse, il faut regarder comment on traite la jeunesse véritablement. C'est ça en fait. Moi c'est cette question-là. Comment on traite la jeunesse? Moi j'admire le fait qu'on ait par exemple des jeunes qui veulent entreprendre et qui participent à des kermesses, à des foires et le ministère des PME au Congo, s'active dans ce sens-là. Bon, on a eu des, comment on appelle ça? Des assises pour parler justement de l'économie informelle parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas aller s'ouvrir une entreprise ou une SARL, Bien à sûr, 2 millions de francs CFA, au Congo. C'est pas donné à tout le monde. Même l'établissement, bon, vous pouvez payer ça à 100 000 francs, mais pour avoir vos papiers, on vous dit 48 heures, mais en réalité, il faut quelques mois pour le faire. Donc, bien c'est-à-dire sûr. que, il y a des freins sur le local, d'accord? Sur tout ce que l'État devrait faire pour faciliter justement, ce climat des affaires. Tu as parlé de fiscalité, mais on est les plus mauvais. Mais ce n'est pas juste avec ton graphique. Des cabinets comme KPMG, Mmh. Deloitte, ils font des rapports. PwC. PwC a un document très intéressant et j'invite les gens à le lire, qui s'appelle World Tax Summaries et en fait, ils font un résumé des changements fiscaux de tous les pays dans le monde ou de tous les pays dans lesquels on peut trouver un cabinet PwC. Il se trouve qu'au Congo, on a PwC, il y a un bureau à Pointe-Noire et à Brazza Tout à fait, et ouais. donc ils font le suivi là-dessus. Mais pareil, on n'est pas les meilleurs. On est dans le dernier tiers. On est dans le dernier tiers. Donc, il y a cette partie-là. Et puis après, il faut parler de ces entrepreneurs-là. Parce que c'est bien beau de dire: «Bon, mais, on va vous financer, on va peut-être aller chercher l'argent des Français avec l'Agence française de développement ou avec Tout à d'autres fait, ouais. initiatives». Mais sur qui va-t-on miser? Sur quel projet va-t-on miser? Parce qu'il y a la notion de risque. Toi, tu connais cette Tout à notion-là. fait, tout La à fait. notion de risque où, effectivement, moi, Oui, je parce mets que mon oui, parce argent, que mais voilà, parce que c'est pas gagné, eh c'est oui, voilà, c'est vrai que même si, on nous donne la possibilité de nous financer, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de critères et puis les gens doivent pas penser qu'on va vous donner une mallette et puis on va vous dire: «Bon voilà de l'argent et puis tu fais ce que tu veux avec». C'est que souvent ça effectivement. c'est souvent en service, c'est souvent en facilité, c'est souvent en détactation, enfin détaxation, mais c'est pas de l'argent. Mais en tout cas, ça permet toi de pouvoir te lancer et des fois rentrer dans des réseaux qui vont te permettre d'avoir voilà, des clients. Mais moi, je vais partager mon expérience personnelle, sur ce point-là, d'accord? En 2017, la société MTN, donc Mobile Telecommunication Network, qui est au Congo, lance à travers sa fondation le programme Yellow Startup. Le programme Yellow Startup avait pour mission donc de sélectionner des jeunes avec des projets et de pouvoir financer avec une sorte de, est-ce que c'est un capital d'amorçage? C'était pas très clair au début, mais c'était voilà, de les sélectionner sur la base de leurs projets et de les mettre dans une phase d'immersion, d'accord? Qui n'était pas une phase d'incubation, mais une phase d'immersion de 6 semaines, dans lesquelles on allait leur parler de marketing, de vente, d'opérations, de tout ce qui concerne la partie juridique, et cetera, et cetera. Donc c'était vraiment un peu une sorte de cursus intensif de 6 semaines qu'on a fait en partenariat avec, l'université, Nouvel Espace de la francophonie, hein, qui voilà, nous avait accompagnés sur ce truc. Mais le truc que moi j'ai constaté, puisque tous les gens qui avaient déposé des dossiers, moi j'avais reçu leur dossier. Mais tu te rends compte qu'il y en a qui savent monter un dossier et qui ont fait des business plans, qui savaient faire des business plans, hein, des plans d'affaires. D'autres, ils se sont pas cassés la tête à vouloir te mettre quelques chiffres, des plans comptables, des BFR, des choses comme ça, parce qu'en réalité, ils ne le savaient pas, d'accord? Et ils sont venus pour présenter leur idée en pensant que peut-être c'était sympa. Mais quand nous, on fait cette présélection et qu'on discute avec ces jeunes-là, on se rend compte qu'en réalité, il y a un vrai gap sur, comment on appelle ça? Les compétences nécessaires qu'il faut à ces jeunes, en réalité. Donc
c'est voilà, c'est un cercle vertueux où effectivement, pour qu'on ait des bons entrepreneurs, il faut aussi que, bah, le minimum, en termes éducatifs et en termes de compréhension de l'environnement des affaires soit acquis. C'est un minimum et puis après, il faut que derrière, il y ait des initiatives pour dire que, beh, voilà, on va, mettre de l'argent sur ça, on va mettre mais le Congo n'a jamais eu d'initiative très claire où on a dit: «Bon, on veut que des jeunes créent leurs entreprises, puissent, se lancer dans tel ou tel secteur». Tout à fait. Le des dernières élections, on a parlé du plan de le président de la République nous a parlé de son plan de société où il a parlé de «Continuons la marche vers le développement». Les slogans qu'on a entendus et que les gens ont retenus, c'était l'agriculture avec la culture du safou, la culture du manioc, la culture de la banane. Je crois qu'il y avait l'arachide également, mais il y avait un gros accent sur l'agriculture. Oui, Il y a ça pas faut mal de choses qui ont été faites dans je l'agriculture. me rappelle très bien qu'effectivement, ça avait beaucoup jasé, ça avait ça avait Oui, mais Mbebe Yadoula, bon, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on nous avait dit, là, voilà, faut investir là-dedans, faut se mettre, dans la culture de poulet de chair et cetera. Bon, mais il y a un ministre qui est très bon, je pense, là-dedans, et qui a fait pas mal de choses pour faire avancer un peu l'agriculture. Mais ce que je veux dire, c'est que le climat des affaires et j'en parlais, avec, bah, justement le patron du patronat congolais, Michel Djombo, qui lui, dans ses propres activités aussi, souffre du fait que, bah, on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs qui sont capables de proposer des services adéquats et on a aussi, un déficit d'infrastructures qui fasse que, ben, on a une facilité aussi de faire des affaires. C'est tout à fait. c'est tout ça qui fait que en réalité, ben, on peut pas dire, on va arriver d'un point A à un point B, mais Mais dans la mais calèche, il nous manque les roues, il y a un cheval qui est mais là malade, mais là il y mais a là justement les rênes, elles sont rongées, tu me enfin, tends tu me tends la perche justement sur un sujet qu'on abordera peut-être ultérieurement, justement par ouais. rapport aux infrastructures. Moi, c'est un sujet qui me passionne, Mmh mh. l'infrastructure, parce que pour moi, effectivement, entre guillemets, «le développement», en tout cas la, le contexte, en tout cas pour pouvoir effectivement demain, pouvoir, être plus performant, il nous faudra d'avoir des infrastructures performantes, un certain confort, enfin en tout Mmh. cas voilà. Et que penses-tu toi justement de toute la polémique qu'il y a autour des tours jumelles de Mpila? C'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il y a eu, comment dire ça? Heu, cette plainte, on va dire, en tout cas de beaucoup de Congolais autour de ces tours qui pour moi sont ben, pour moi c'est quelque chose de pas de bon, mais enfin en tout cas de nécessaire pour en tout cas, donner, un certain sérieux aux affaires. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais, il y a comment dirais-je? Il y a toujours de la critique quand le gouvernement fait quelque chose qui semble être, ou qui semble partir d'un bon sentiment. Faut quand même aussi appeler, aussi soulever cette problématique-là. Parce qu'on a toujours des gens qui sont toujours prêts à critiquer aussi, mais qui, bon, en réalité, ne veulent pas aussi essayer de comprendre, est-ce qu'il y a une vraie vision derrière? Est-ce qu'on peut Bien se sûr, projeter? Est-ce que même si et même dans le cas où il y aurait peut-être pas une vision claire sur qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 tours jumelles-là, comment cet actif-là, on va appeler ça comme ça, tout à fait. Comment on l'exploite? va nous Comment permettre demain de pouvoir tout à développer fait, quelque chose. Parce tout que à en fait. réalité oui, mais voilà, en réalité, on peut se dire: «On va faire 2 tours jumelles» parce que bon, finalement, on a envie d'avoir 2 tours jumelles. On peut se dire que peut-être, la motivation et les raisons derrière cet investissement ne sont pas claires. On peut venir dire ça, d'accord? Tout à Mais ça fait. n'empêche que demain, on peut vraiment trouver quelque chose qui fasse du sens et qui puisse, tu comprends? Mais Véritablement mais nous mais aider. mais pour moi, ces 2 tours, elles ont du sens. Déjà, c'est un centre d'affaires, Oui. c'est déjà au moins, peut-être un endroit plus moderne et une alternative. Bah, toi-même qui vas à Brazza, tu vois que, par exemple, quand tu as besoin de travailler, l'hôtel, le Blue, je sais plus quoi là, heu tu n'as pas tellement d'endroits pour pouvoir travailler, en fait. Tu n'as pas d'espace pour travailler. Tu n'as pas d'endroit pour rencontrer, à part le seul hôtel qui dispose un peu d'internet et compagnie. Donc effectivement, je trouvais que pour moi ça, voilà, si en termes d'infrastructure, c'était quelque chose de nécessaire. Mais tu vois, ça revient sur une question auquel je pense, c'est la question de confiance en réalité. Mmh. Parce que même si
les gens ne sont pas au su et au vu de la vision du chef de l'État, de son programme de la marche vers le développement, tu comprends? Même s'ils sont pas d'accord avec ça, même s'ils ne comprennent pas la vision, il y a pas de problème. Mais la question, c'est que pour les infrastructures comme les tours jumelles, comme les hôpitaux et comme d'autres aussi, la question c'est, pour nous autres qui sont un peu des personnes lambda, c'est de se dire: «Bon, si moi demain j'ai envie de me mettre dans les tours jumelles et de prendre un bureau, comment je fais?» Est-ce que le process, est-ce que, l'acquisition d'un étage ou d'un bureau ou d'un espace va se faire de manière claire, de manière limpide, de manière à ce que j'ai une clarté sur ce que je vais acquérir là-bas? Parce que tu vois, ça c'est une question de base, mais c'est là où très fréquemment on pêche en réalité. On pêche, en se disant: «Beh, voilà, on a un édifice comme ça et puis, bah, il va se gérer tout seul». C'est Il ça. va il va pas avoir, il va pas faire l'objet de maintenance. Il va pas faire l'objet d'une gouvernance, Oui, parce que oui, voilà, stricte et particulière. oui, parce que Tu comprends? le gros défaut qu'on a, c'est que voilà, on a des beaux édifices, mais derrière, c'est que derrière, on sait pas les exploiter. On a aussi, le stade de Kintélé qui est vraiment magnifique. C'est pour moi, c'est j'appelle le vaisseau spatial. Mais finalement, il est là en train de mourir, en fait, de mourir de sa belle mort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien il y a rien qui s'y passe, on n'y fait rien. On n'a pas pensé à faire des championnats interrégionaux entre pays, enfin faire des trucs, faire des activités qui vont faire qu'il y aura une activité. Et en plus de cela, on parle par exemple hier ou avant-hier en tout cas, d'un concert de Fanny, par exemple, qui a ramené 40 000 personnes. Mais est-ce que demain, Mmh. pourquoi demain, on ne pourrait pas faire des concerts aussi de ce type-là Mais dans nos c'est pour stades? ça que je reviens sur c'est pour ça que je reviens et le terme véritablement à utiliser ici, c'est le tiers de confiance. Qui est le tiers de confiance quand il s'agit du Congo? À qui peut-on véritablement faire confiance? Parce qu'en réalité, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Dans la manière dont, les Congolais, fonctionnent, au quotidien, ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance dans le système et donc pour contourner ce manque de confiance, on préfère avoir confiance dans des individualités qu'on maîtrise plus ou moins, avec lesquelles on a des liens de parenté. Tu comprends? Et c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Ce stade-là, il ne fonctionne pas. Bon, il y a pas de match qui se fait, les diables rouges n'y vont pas. Bon, je pense qu'il y a aussi des problèmes aussi avec la CAF, c'est pas certifié et cetera. Il doit y avoir des soucis à ce niveau-là. Oui, Mais c'est qu'en il y a plein de réalité soucis, mais c'est ouais, qu'en réalité, si on demandait vraiment comment on fait pour, obtenir, comment dirais-je? Des droits pour utiliser le stade là, on ne sait pas, c'est pas clair. tout à fait, ouais. C'est pas clair. C'est-à-dire que tu peux pas aller sur internet et puis tu télécharges un PDF dans lequel on te dit: «Si vous voulez acquérir le stade pour, Tout à fait, 1 journée, 2 jours, c'est tant, vous payez là, on vous donne un tout à fait, reçu, vous venez prendre, les clés», enfin je dis une connerie, tout à fait. mais Non, mais heu, c'est ça, mais tu as tout à fait mais raison mais mais parce mais que voilà. par Et c'est exemple, pour là, ça si que je tu prends veux l'exemple de la des tours jumelles. Comment tu fais pour prendre un bureau là-bas? tout Et à fait. et 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 si tu demandes à quelqu'un, on va dire: «Allez-y là-bas». C'est-à-dire que pour moi, cette phrase-là, pour les Congolais qui regardent, à chaque fois que quelqu'un vous dit: «Allez-y là-bas», allez-y demander là-bas, adressez-vous au bureau à tel. C'est que la personne qui vous dit ça déjà, elle ne sait pas, d'accord? Et vous partez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver là-bas. Mais c'est pour dire qu'il y a une ignorance de fou, en fait. Quand tu regardes j'ai parlé tout à l'heure des assises de l'entrepreneuriat. Tu disais: «Mais oui, mais pourquoi on vient pas investir?» ainsi de suite. Mais quand tu prends un truc comme les assises, qu'est-ce que, hem, des gens qui sont, par exemple, à la tête de, l'agence de promotion des investissements, l'API, quand tu prends le par exemple, les gens qui sont à la tête du de la direction générale des PME ou bien d'autres organismes qui ont un regard un peu important sur, l'activité économique et également sur, l'activité des entreprises et des entrepreneurs. Qu'est-ce que ces gens-là nous disent à chaque fois? Ils nous disent: «Mais nous avons au Congo toute une législation, d'accord, sur la création d'entreprises. Nous avons créé telle organisation qui est sous telle tutelle, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de ça. On a eu là, je crois que c'était l'année dernière,
l'ouverture de la bourse de sous-traitance pour l'artisanat. On a Tout à eu fait. comment on appelle ça encore? Une direction pour l'artisanat aussi, je crois qu'il y a, enfin, il y a eu il y avait même une caravane aussi qui avait été lancée. Enfin bref, t'as plein de choses comme ça. On vient nous rappeler les textes. On vient nous rappeler, ça c'est le truc qu'on fait à chaque fois. On nous rappelle les textes. La loi 2022/70 du décret, je sais pas quoi. Ça c'est ce on nous fait à chaque fois. On nous parle jamais des résultats de ces directions en question, parce que eux, ils sont visiblement soumis à aucun résultat, à aucune activité. Oui, c'est ça, oui. Et les documents dont ils parlent, ils sont difficiles à trouver, tu comprends? Les gens qui sont censés les connaître, parce que en fait, la question, c'est quand toi, tu as des, comment on appelle ça? Des, comment tu dis encore? Des agents de l'État, parce qu'en 2017-2018, ça a été une vraie folie, hein, tout le monde s'en est plaint. Des contrôles intempestifs de certains services de l'État. Oui, tout à fait, oui. Tu Mais ça, tu après, tu as des gens qui viennent ça a été dénoncé, ça. sous une base juridique qui est complètement fausse, en fait. Oui, non, mais ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé. Il me Oui, semble ce il que me je veux semble dire, quand c'est même que là, l'ancien Premier ministre avait parlé là-dessus et puis il avait fait en sorte que ça s'arrête, ce genre de pratique. non, mais ce que je veux vont montrer là-dedans, c'est pas pour revenir sur le passé, mais c'est pour simplement dire que c'est justement cette ignorance-là qui existe. C'est-à-dire que, tu vois, il y a on veut que les gens viennent, mais on ne fait pas tout pour que l'information soit vraiment présente. Tout Tu à comprends? fait, c'est un problème de On transparence. mette l'information de manière accessible. Oui, c'est la transparence. C'est le même principe qu'on retrouve c'est le même principe qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Quand tu crées quelque chose et que tu veux que les gens le voient, tu vas tout faire pour que ça soit en face d'eux, que ça soit devant eux, que tu puisses obtenir un peu de leur attention, de dire Tout à que: fait. «Venez voir, investissement truc». C'est ce que font certains pays. Quand tu vois Donc invest in donc Dubai, tu invest in Qatar, c'est ça tout en à fait. fait. Donc tu reviens à ce que je dis, c'est que, c'est peut-être est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement à ce qui n'est pas finalement d'entrepreneuriat sur le Congo, en tout cas, on va pas dire le continent, mais en tout cas Moi je sur le crois Congo, en tout cas, il je y a crois qu'il y a la volonté. Moi je crois qu'il y a la volonté, je n'en doute pas, je veux pas douter du gouvernement congolais, mais je pense que c'est une question de méthode. Tu comprends? C'est une question de méthode, est-ce qu'on a c'est une vraiment envie? question Est-ce qu'on a vraiment envie? Parce que les entrepreneurs, bon, ah, là, demain, comme je te disais tout à l'heure, prendre l'argent de la France pour créer ton business en Afrique. Mais quand tu fais ça, tu ne cotises pas pour le Congo, hein, tu cotises pour la ouais, France. mais en réalité, en fait, tu vois, quand tu poses ta question comme ça, à quoi ça va te servir de prendre l'argent de la France pour aller créer ton business en Afrique si, tu es dans un environnement qui, va détruire ton entreprise? Tu vas repartir à zéro. Oui, je vois ce que Et tu en veux plus dire. de ça, si c'est un prêt, tu te retrouves endetté d'un truc, mais voilà, c'est Je un vois ce faux que tu deal, en fait. je C'est vois un ce que faux tu veux deal. dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette envie de créer des choses, chez soi. Moi, je te dis Ah beh, comme, évidemment, on a envie d'avoir des terres, avoir une maison, 3 voilà. étages et Justement, cetera. Oui, effectivement. on nous parle d'agriculture. Des fois, tu te dis: «Bon, ben, pourquoi Voilà, pas, prendre un certain» voilà, pourquoi pas moi demain, planter mes carottes. produire voilà, mes chicoines, au pays et puis voilà, nin Oui, faire toute une industrie. oui, effectivement. Mais effectivement, derrière, si tu prends si c'est une entreprise qui va être soutenue par l'AFD ou par, n'importe quel organisme, c'est dans l'idée que tu sois finalement une entreprise française qui intervient sur le Congo. Mais après la question c'est, est-ce que si tu es congolais et que tu veux aller investir, dans un pays qui est peut-être mieux géré en termes de gouvernance, Bien sûr. est-ce que là, on a toujours cette question de culpabilité de se dire: «On va prendre l'argent des Français, on va prendre l'argent», en fait, en réalité, on s'en fout à ce niveau-là, en fait. Bah, en fait, c'est la question justement que je me pose. C'est vraiment cette question que je me pose parce que oui, tu peux être congolais, en tout cas, tu peux être d'origine congolaise, de nationalité française donc et puis effectivement aller, en Côte d'Ivoire et j'en connais, hein, qui vont en Côte d'Ivoire et qui vont parce que la Côte d'Ivoire est un pays très attractif, surtout en ce moment, Oui. qui vont soit en Côte d'Ivoire ou qui vont au Bénin et puis qui vont développer leur activité, là-bas. Parce que soit effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. La Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Le Bénin, énormément et qui font effectivement qui sont très attractifs pour les Ouais. entrepreneurs. Bon, Heu, après, ta question de dire: «Est-ce qu'il faut qu'on prenne l'argent des Français?» non, dans ce que alors tu disais en introduction. c'est même pas ce qu'il faut, est-ce que il y a pas une culpabilité justement à avoir, à se dire,
entre guillemets, pas anti-français, mais enfin en tout cas, anti-impérialiste français et derrière, avoir besoin de cet argent finalement, on le Mais moi j'ai envie de te dire, si ça gêne autant de si ça g prenons le postulat de cette manière, d'accord? Si ça gêne quelqu'un qui dit: «Bah, écoute, moi j'ai envie d'aller faire mon business en Afrique, je supporterai pas de prendre de l'argent qui vient de l'AFD, qui tu vois, qui sous forme de prêt, qui peut-être, vient en partie de ce que, on a pris comme richesse en Afrique». Admettons que ça soit le la réflexion de cette personne, d'accord? Bon, maintenant la question c'est, si tu veux pas prendre cet argent qui peut-être est disponible et dont tu es éligible, d'accord? Quelles sont les alternatives qui te restent? c'est ça, oui, bah, c'est ça. Et c'est là où j'ai envie de dire, si on a des communautés justement, si on a des communautés justement, qui pensent dans ce sens-là, dites panafricanistes, qui se disent: «Mais qu'il faut qu'on s'entraide entre nous» et cetera et cetera. Mais c'est là où il faut peut-être mettre de l'action dans ces mots-là, au lieu de Tout à faire juste des manifestations à Paris pour venir dénoncer qu'il y a tel gouvernement qui fait ci, qu'on n'a pas fait ci, ou aller faire les manifestations contre l'Ukraine, la Palestine et je ne sais qui. Il faut peut-être aussi là, dans cette réflexion-là, se dire: «Il faut se mettre dans l'action». Moi, je suis toujours curieux de voir que, beh, quand on parle des produits congolais, on a très peu de Congolais qui se mobilisent. Mais quand tout il à fait. s'agit quand il s'agit de parler de 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 violence, de corruption, de femmes, qui ont des activités légères ou qui font l'objet de voilà, d'activités répréhensibles ou même aussi des hommes, hein, enfin, faut le dire aussi ça comme ça. Si c'est pour parler d'argent, gagner de l'argent facilement, ça, c'est vraiment les sujets qui intéressent les gens. Mais quand il s'agit d'aller découvrir des produits, hein, on a parlé tout à l'heure de ce livre-là. Mmh. Je dis pas que l'auteur, il va devenir milliardaire avec ce livre-là. C'est pas ça. Mais c'est de dire que si vraiment on aime son pays, si vraiment on aime des initiatives et qu'on veut voir des gens se développer, on doit aller chercher les produits que ceux qui ont pris le courage de se lancer, mettent à notre disposition. Mais c'est pas Donc une avalanche, de trucs. donc finalement, ce que tu dis aussi, c'est aussi un devoir finalement d'aller chercher les financements là où on peut les trouver finalement. Mais oui, et puis, j'ai envie de dire, pourquoi il faut commencer par le Congo? Parce qu'en réalité, Oui, bien moi sûr, c'est après c'est une proposition, moi mais là ma là vu que là bon, je parle du Congo parce que tu es du non, mais Congo, quand je le dis, commencer gouvernement par le voilà, Congo, c'est-à-dire que, oui. il y a aucune obligation de se dire que parce qu'on est congolais, il faut qu'on aille investir au Congo en réalité, Bien ou sûr qu'il faut et qu'on commence un c'est business au Congo. bien Moi sûr, moi je moi j'apprécie tout autant, enfin je suis pas mal de marques qui ont des connotations congolaises ou qui sont tenues par des Congolais, d'accord? Qui sont en France, qui sont à l'étranger, et qui voilà, essaient de se développer. J'ai parlé à plusieurs reprises de Koba, la marque de cosmétiques qui a tout à fait. commencé à Londres, qui bénéficie d'aides aussi également, ici, qui se lance aux États-Unis et la fondatrice, elle veut se lancer dans l'agriculture au Congo. Donc elle veut faire quelque chose, mais aller mettre tous ses œufs dans le panier Bien sûr, Congo et commencer par le Congo, à mon avis, c'est pas le bon truc. Donc bien sûr. pour Après moi, ta après question quand tu oui, pour moi, vas-y, ta question continue. quand tu dis: «Est-ce qu'on devrait prendre l'argent de la France?» Mais en fait, en réalité, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est ton business toi d'abord Tout à ou est-ce que fait, c'est tes principes? Si c'est tes tout à fait. principes, il faut que la communauté qui, adhère à ces principes-là, de se dire: «Bon, on est panafricanistes et cetera», eux, ils doivent être aussi en capacité d'avoir un pouvoir financier, de dire que, beh, nous, on a Tout un à fait. fonds et on va non mais c'est il faut Non, mais faut je suis faut tout à dire fait les choses d'accord, je telles suis qu'elles tout sont. à fait d'accord Il avec faut toi, qu'on ait tout à un fait fonds, d'accord. dire Parce que, que beh, c'est vrai voilà, que on va voilà, investir par nous-mêmes et je crois qu'aux États-Unis, il y avait des trucs comme ça qu'on a et ça n'a pas tenu. Mais en réalité, c'est des trucs comme ça. C'est pour ça que le petit financement déjà qui commence, c'est pas forcément d'aller ouvrir un fonds et puis que ça soit administré et cetera, mais c'est de dire: «Ton frère fait un événement, ta sœur vend un truc, ton collègue a un podcast, ton» le financement, il commence déjà par là. C'est par donner de ton temps, en fait. bien Il y en sûr. a qui veulent pas déjà donner 5 minutes, encore moins Mais 5 €. après, est-ce que ce qui te dérange pas ou est-ce qui ne pourrait pas ce qui pourrait déranger, c'est pas aussi le fait que une fois que tu as ces financements, tu deviens une entreprise française et donc tu deviens quelque part un nouveau colon sur ton territoire enfin sur ton territoire d'origine. Écoute, Puisqu'à ce moment-là, tu de non, mais j'essaie de tirer le raisonnement, mais non, voilà. mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais
Non, mais excuse-moi, mais c'est ton truc, j'imagine, il y a des gens qui pensent comme ça, Bien c'est de la sûr, c'est ça. psychologie de bazar, penser comme ça. Il faut pas penser comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si, regarde, toute ton entreprise en France, et puis tu décides après demain de dire que je vais aller ouvrir une holding au Congo, et puis la holding va être propriétaire de celle qui est en France. Bon, alors, c'est congolais ou c'est français maintenant? Bon, eh ben voilà. On on en a rien à foutre de la nationalité d'une Tout à entreprise. fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est-ce qui a le brain power derrière cette boîte. Comment regarde, toi qui es en France, mmh, je sais plus c'était quand, mais il y a toujours ces événements en France où, voilà, la communauté noire, on veut mettre en avant les portraits, hein, de cette communauté noire. Ça, On se c'est f c'est on se en février. réjouit, C'est en on se février, on ça, il me se semble. C'est le on Black, se Black on History Month. mais regarde, on se réjouit de voir, un visage noir dans une entreprise française, à un poste de direction, d'accord? On est content de voir ça, on se dit: «Beh, voilà, ça c'est, comment on appelle ça? Une image qu'on veut voir, une image positive». Si c'est une femme, c'est encore mieux, tu comprends? Mmh. Parce que ça montre que, voilà, nous aussi on a la chance de pouvoir monter, que l'ascenseur social en France, plus ou moins, il fonctionne. C'est un peu l'image, hein, en grosso modo, que ça donne, d'accord? Mais on sait qu'il y a un prestige derrière cette entreprise française. Bien sûr. On sait qu'il y a un prestige derrière le titre que cette personne a, tu comprends? Et puis bon, je vais jeter quelques fleurs, mais les femmes qui sont à la tête de certaines entreprises, qui ont des postes de direction, quand tu regardes un peu leur LinkedIn, et c'est ce que moi j'aime bien avec certaines femmes et que je n'aime pas trop aussi non plus, mais c'est que quand elles se présentent, quand elles se montrent, tu sens que, beh, elles sont pas de la merde, quoi. Tout à fait, C'est-à-dire bien que sûr. tu sens que c'est des nanas qui sont carrées, c'est des nanas qui sont non mais Elles elles te sont donnent battues, cette elles sont battues, elles ont fait des sacrifices pour, donc c'est normal. effectivement, mais elles sont là, elles s'expriment avec une certaine féminité, une certaine élégance, tu comprends? Quand elles posent, pour leurs photos qu'elles mettent sur LinkedIn, elles posent pas n'importe comment, tu Mmh. comprends? Donc tu sens qu'il y a c'est quand même recherché, c'est quand même travaillé, tu vois? Pendant que certains hommes négligent un peu ça, mais elles le travaillent. Parce que peut-être elles apprécient mieux cette forme de victoire et cette forme enfin d'accession, j'imagine. Bien sûr. Mais tout ça pour simplement dire que en réalité, on s'en tape complètement de savoir, hem, la société, est-ce qu'elle est française ou pas? Mais quand on voit ce genre de portrait, on se réjouit de se dire: «Ah mais moi j'ai ma sœur malienne qui est à la tête de je sais pas Orange, je sais pas la Mmh, business tout à unit fait. d'Orange, je sais pas quoi». Ou, j'ai un frère, sénégalais qui est, je sais pas moi, chez SFR ou chez Bouygues ou je sais pas quoi et qui est en train d'avancer dans tel truc. Le reste on s'en tape en fait. C'est le fait qu'on sache que j'ai une Camara, une Diallo ou un Malonga ou bien tu comprends? C'est ça qui en fait est intéressant. Regarde, comment il s'appelle, l'Ivoirien, qui était à la tête de Crédit Suisse là? Ah oui, J'oublie son nom là. Tidiane Thiam, Tidiane Thiam, je crois. Tidiane Mais Thiam. mais qu'est-ce qui est plus important quand on regardait ce monsieur à la tête de Crédit Suisse? Je sais pas. C'est que le mec il était ivoirien, c'était un Africain. On se C'est dit: un «Mais putain, mais Africain, comment il a fait c'est pour vrai que arriver là-bas?» c'est vrai que ça impressionnait, Non mais impressionnait sérieusement, de comment il fait. a fait pour arriver là-bas? Voilà, exactement, c'est la question que tu te demandes. À C'est la qui tête d'une banque suisse. une bonne Suisse en plus. Mais 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 si toi, tu es dans la finance et tu vois un gars comme ça, tu te dis: «Mais moi aussi demain je peux être à la tête d'une banque suisse. Bien Moi sûr. aussi demain je peux être à la tête peut-être d'un Rothschild ou je ne sais pas quoi, j'ai peut-être une chance là-dedans». Ça permet aux autres de rêver en fait. Et donc si demain, le gars il part, il va faire autre chose, il va bosser dans une autre boîte, et il retourne la boîte et ça part et cetera. On va se dire: «Mais c'est lui qui l'a fait». Tu comprends? C'est C'est lui ça, qui a réussi à faire ça. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas tellement le problème. Je prends un autre exemple, Alain Mabankou. Mais tout à fait. ce gars-là est un génie littéraire. Mais pourtant, il écrit en français. C'est pas sa langue, le français, normalement. Si on devrait regarder les trucs, on devrait dire: «Ah, mais il devrait écrire en Vili, il devrait peut-être écrire en En lingala». Kikongo, ouais, tout à Tu fait. tu tu comprends ce que je veux dire? Mais Bien il sûr, écrit avec une langue qui n'est pas la sienne, il la maîtrise, il l'enseigne même. tout à fait. Aux Est-ce que ça États-Unis d'ailleurs. dénote pas justement de ce génie-là, de ce génie africain et pour le cas de Mabankou, de ce génie congolais en question? C'est pour ça que pour moi, la nationalité des entreprises, moi, j'en ai absolument rien à taper. Tu comprends? Mais est-ce que ça vient pas du fait que ça, c'est ton côté un peu anglo-saxon et les anglo-saxons, finalement, ils ont cette culture Ah, un peu multinationale, internationale. C'est, voilà, pour eux, mais c'est, come
come to this side, across the channel. Tout ce qui compte, Voilà, venez traverser la tout ce Manche. qui compte, c'est le chiffre d'affaires, finalement. Non, mais c'est pas. En fait, dans la culture anglo-saxonne, et c'est peut-être ça que on n'a pas chez les francophones, c'est que en réalité, quand tu es bon, tu es bon. Mmh. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on va pas être là à dire: «Mais oui, il faut que les minorités». Non, si tu es bon, tu es bon. Il y a plein d'exemples comme ça qui ont réussi aux États-Unis, qui ont réussi au Canada, simplement parce que les mecs, c'était des bosseurs. Et on apprécie ce genre de choses-là parce que, ça démontre une force de caractère, ça démontre un mindset, tu comprends? Et ça démontre que tu as vraiment envie de gagner. La gagne, c'est hyper important. On a envie de gagner. On n'a pas envie de participer. On a Tout envie à de fait. gagner, on a envie de dominer les autres. C'est parce qu'en réalité, c'est des pays qui ont dominé le monde. Le Royaume-Uni a dominé le monde à son temps et puis après ça a été les États-Unis et ça l'est toujours plus ou moins le cas maintenant. Donc quand tu es 1er, tu tu regardes devant toi, en fait. Parce que tu sais que tous ceux qui sont derrière toi, ils ne veulent que te doubler et te dépasser. Tout à fait, ouais. Tu es obligé de you need to keep going. Tu comprends? Mais les Français sont déjà derrière depuis un moment. Ils ont perdu. Oui, mais justement, ce qu'ils veulent, c'est que justement maintenant, nous, la diaspora, on les aide justement à réacquérir leur position, ou en tout cas une position un peu plus favorable. Et c'est là, effectivement, où la question elle peut devenir pertinente. C'est-à-dire, effectivement, on nous donne du financement, mais finalement pour redorer l'image enfin, j'allais dire du continent, mais plutôt de l'hexagone, en fait. Mais regarde, si nos entrepreneurs, ils sont malins, ils vont prendre cet argent, tu comprends? Ils vont le faire fructifier, OK? Et ils vont monter des boîtes où en réalité, le coup de pouce de la France sera en fait, dérisoire. Est-ce que tu penses qu'on a ce niveau d'intelligence financière? Or, quand tu vois justement dans l'état dans lequel, ben, sont nos pays ou en tout cas la façon dont on gère nos pays, est-ce que tu penses qu'on a une intelligence financière? Parce que ça, ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser à comment finalement la Chine a éclos. C'est vrai que tout le monde parle de la Chine, la Chine, la Chine, mais il faut savoir que la Chine, Mmh. il y a 60 ans, c'était les Russes qui étaient venus, qui sont venus d'abord les éduquer, en tout cas les Mmh. former à l'art de l'industrie. Et après, Ouais. après Mmh. effectivement, bon, les Russes sont partis. Les États-Unis ont beaucoup financé, ont mis beaucoup d'argent en Chine, justement, ben, justement sûrement pour les faire oublier les Russes. Et puis au final, les Chinois ont volé de leurs propres ailes. Mais c'est parce qu'ils ont une certaine intelligence financière, un certain patriotisme, et puis ils ont une volonté finalement, Ouais, et un parti communiste chinois aussi. oui, mais justement, voilà. Mais, après effectivement, bon, après c'est un fonctionnement. Ouais. On peut effectivement dire que voilà, c'est communiste et compagnie, mais après c'est quand même cette volonté d'être devant, quoi. Parce qu'au-delà d'être communiste, ils ont quand même, je les trouve très à l'aise avec la partie un peu, libérale et capitaliste du marché. Oui, non, non, mais c'est juste. Après, après, bon, encore une fois, on est là, moi je comprends, hein, le la question, et j'ai envie de dire, c'est vrai que ça peut peut-être poser, hem, des questions pour certains, mais en réalité, bon, quand tu as le nez dans le guidon et que tu veux monter ta boîte et que, voilà, tu veux absolument réussir, si tu as quelqu'un qui veut te donner un coup de main, bah, tu vas prendre. Tout à fait, Tu vas pas laisser. Hem et c après la question, c'est toujours une question de contrepartie. On peut te donner tout l'argent du monde, mais à quel prix, en fait? tout C'est à peut-être fait, ça, et c'est là où il faut regarder. Est-ce que le prix, il est hyper élevé ou est-ce que le prix, il est raisonnable? Et je pense que n'importe qui voudrait financer des activités au Congo, bon, la question, c'est pourquoi ils veulent le faire? Qu'est-ce tout à qu'eux gagnent derrière? Parce qu'en réalité, c'est toujours une question de perspective. Ces gens-là, enfin, quand je dis ces gens-là, les gens qui veulent potentiellement financer l'Afrique, bon, ils ont leurs intérêts. La tout à question, fait, c'est aussi bien de se mettre dans leurs chaussures et de savoir quelle est la perspective qu'eux ont vis-à-vis de ça. Parce qu'on peut passer tout notre temps ici et jusqu'à minuit à venir pleurer que oui, l'Afrique ne se développe pas, on a tel problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on est d'accord.
Mais nous aussi, on est responsables, on se prend pas toujours au sérieux. Tout On à se fait, prend tout à pas, fait. tu comprends? On n'est pas Mais là, la aussi, question, voilà, moi, effectivement, je suis pas dans une position de victimaire, justement. C'est ouais, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on s'éveille, qu'on prenne conscience qu'effectivement, bah, la France, par rapport à sa position économique, compte beaucoup sur l'Afrique pour pouvoir, en tout cas, relancer ou en tout cas dynamiser voilà, son économie, son industrie, relancer son industrie. Et que il fallait que nous soyons assez éveillés ou en tout cas qu'on soit assez, rusés, comme tu dis, tout comme tu l'as sous-entendu, pour aussi, arriver à tirer notre marron du feu. Et c'est ça que je trouve qui peut être bah, intéressant. C'est-à-dire que après, je pense qu'on l'a vu sur les peut-être les 15-20 dernières années où effectivement, bon, on a des pays africains qui sont allés, dans les bras de la Chine pour financer des infrastructures et cetera, donc ils ont trouvé d'autres formes de financement. Tout ça répond aussi à des politiques, extérieures, des pays qui veulent nous aider. Je veux dire, bien demain, sûr. si l'Inde veut aussi nous aider, ils vont le faire, selon une politique, étrangère qui correspond à ce qu'ils ont À voulu leurs décider besoins chez eux. Voilà. parce que c'est pas vraiment de l'aide, hein. Par exemple, moi qui travaille enfin, Oui, bah, évidemment, c'est jamais de l'aide. C'est jamais de l'aide, moi non. qui voilà, moi qui étudie ou qui observe beaucoup ce que fait la Chine, et les effectivement, ils se sont coltinés toutes les infrastructures de l'Afrique et beaucoup d'autres parts, dans le monde. Mais c'est parce que ça Mmh. rentre dans leur programme qui s'appelle, la route, la ceinture et la route. La route de Et l'aide, c'est d'accord, ouais. voilà, et c'est pour ça qu'effectivement, ils investissent, mais Mais voilà, c'est d'abord parce que c'est pour écouler leurs histoires de Made in Guangzhou. voilà, On est dans ça, voilà, mais oui. Mais 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 eux, ils sont dans cette logique de s'aider eux-mêmes, de tout à mettre à fait, bien leur projet et c'est pour ça que la vraie question, elle est de se dire: «Mais qu'est-ce que nous, on fait à titre personnel? Comment on s'aide nous-mêmes, en fait?» Quelle tout est à fait, la quelle est la comment on appelle ça? La variable que nous pouvons contrôler, en fait? tout à Tu vois, fait. moi, je suis commercial, d'accord? Hein, pour expliquer un peu dans ma vie professionnelle, moi, je suis commercial et un des trucs qu'on apprend toujours aux commerciaux, c'est de leur dire: «Qu'est-ce que tu peux contrôler?» et en anglais, on dit, «Your pitch, your pace and your attitude». C'est-à-dire ton rythme, ton pitch, ce que tu vas dire et Ouais, l'attitude que tu vas avoir. Si tu pars déjà défaitiste: «Oui, j'ai pas envie d'appeler ce prospect, j'ai pas envie de discuter avec lui, j'ai pas envie de répondre à ce mail», bah, effectivement, tu vas pas répondre à ce mail. tout à fait, Effectivement, tu vas pas répondre tu vas pas appeler, la personne au téléphone et effectivement, tu peut-être mets de côté une opportunité qui peut-être te permettait d'atteindre ton quota pour le trimestre, ton quota pour le mois, ton quota pour la journée ou simplement, voilà, une opportunité qui va se présenter peut-être dans 2-3 mois. tout à On fait, n'en sait rien. Mais le simple fait d'avoir une mauvaise attitude, c'est ça. Tu travailles pas ton pitch, tu travailles pas ce que tu dois dire, comment tu dois le dire, à la vitesse à laquelle tu dois le dire, tu es déjà sûr que tu vas te planter. Le reste là, c'est pas dans tes mains. C'est-à-dire que c'est vraiment pas dans tes mains. tout à fait. C'est vraiment pas dans tes mains. Ta connaissance du produit, ton attitude pour comment tu commences ta journée et cetera. C'est hyper important. C'est un travail hyper mental en fait, quand tu regardes bien le travail de commercial, tu vois? Moi je passe mon temps au téléphone. Je passe mon temps au téléphone, je dois envoyer environ 300 à 400 mails par jour. Ah ouais, Je quand ne fais même. que ça. Ah mais oui, je ne fais que ça, tu comprends? Et j'ai toutes les réponses du monde. «Allez vous faire foutre, on n'en veut pas, on n'est pas intéressé, on a des sujets, pour l'année prochaine, Ouais, ça fait ouais, 4 fois que vous m'appelez, c'est bon, c'est fini, je veux plus, on vient de s'équiper, oui, ça peut nous intéresser, mais appelez-moi la semaine prochaine». Moi, j'ai de tout, tout à fait, ouais. tu comprends? Donc en fait, pour revenir, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la question fondamentale, c'est ça, c'est comment on s'aide nous-mêmes, tu vois? Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui se mettent sur le flanc, politique parce que et j'ai un vieux qui me dit toujours ça, il est spécialiste des contentieux historiques. Moi, j'aime bien son titre, tu comprends? Parce que Ouais, lui, il aime bien parler de toutes les casseroles qui n'ont pas été, rangées correctement dans les placards, de l'histoire, et qui sont à l'origine de problèmes aujourd'hui où tu comprends? Donc lui, il se spécialise là-dedans et il a raison, tu comprends? Mais on a besoin de spécialistes dans différents domaines pour qu'ils puissent investir leur temps, leurs connaissances, leur expérience et les transmettre à d'autres également, tu comprends?
Voilà, pour qu'on puisse faire émerger aussi des industries, qu'on puisse faire émerger des vocations, des choses comme ça. On a besoin de tout ça, mais on a besoin de s'aider nous-mêmes. Et donc Tout à fait. moi, ce que je dirais à la diaspora, parce qu'en fait, Oui, voilà, c'est je te laisse c'est conclure, là-dessus. Je te laisse conclure là-dessus parce que ouais, c'est vrai qu'on a déjà bien duré. Quel est le justement ton message, message voilà, quel est ton le message à la diaspora le mé justement? le mé le vrai message, en fait, qu'il faut donner à la diaspora, c'est qu'effectivement, on a besoin d'être beaucoup plus soudés, mais c'est qu'il faut investir sur soi-même. C'est-à-dire que si vous êtes dans un secteur d'activité qui vous plaît, vous voyez, continuer là-dedans pendant 20, 30 ans et cetera, mais investissez pour que vous soyez les meilleurs dans le domaine. Et le vrai témoignage de la réussite, c'est qu'effectivement, quand on monte les échelons et qu'on est dans une entreprise et on veut une carrière, bah, quand on arrive à être PDG d'une boîte, bah, on sait qu'on maîtrise le truc. Mais qu'il faut jamais perdre de vue que, bah, voilà, il y a un pays qui nous attend, il y a un pays qui a besoin d'aide, il y a un pays qui a besoin de que ses enfants et ses enfants reviennent au pays. Moi, un truc que j'aimerais absolument faire, c'est voilà, c'est aller au Congo et puis, apprendre à des jeunes, bah, comment on vend, comment on crée des offres commerciales, comment, voilà, on parle avec les clients, comment on répond au téléphone. Tout ça, c'est des petites compétences qui sont hyper importantes. Donc moi, je me dis: «Pour que je puisse faire ça, il faut que je sois le meilleur dans mon domaine. Il faut que je cogne mes quotas, il faut que je cogne mes performances, qu'on puisse parler de moi et dire que, beh, ouais, le gars, il maîtrise ses bails, il connaît, il sait ce qu'il fait». C'est ça, en fait. C'est absolument ça. C'est qu'on a besoin de devenir nous-mêmes des références dans le truc, Tout tu à vois? fait. Moi, ça me je parlais avec mon collègue, qui est il est né en Royaume-Uni, mais d'origine nigériane. Bah, le gars, il me dit: «Il connaît pas Fally». Je dis: «Beh, tu connais pas Fally?» Il me dit: «Mais Fally, c'est qui?» Je dis: «Bah, c'est un chanteur congolais. Il chante, voilà, la rumba, tout ça». Il dit: «Ah ouais, moi je connais pas la rumba». Et je me dis: «Mais bon, il est ignorant dans le truc. D'accord, pas de problème. Mais c'est certainement que Fally doit faire un peu plus pour être connu, par plus de gens». Tu Tout à comprends? fait, ouais, la partie Mais on francophone. connaît bien Burna Boy, donc je me dis voilà, c'est nous, on a besoin d'investir sur nous-mêmes et que le moment où on est prêt, on revient, on a du pognon, on a du réseau, on a des compétences, on a des idées, tu comprends? Et on est prêt à venir attaquer le truc, quoi. Parce qu'il y aura un jour, je pense, il y aura un jour où on va ouvrir les vannes au Congo, on aura notre year of return, d'accord? Tous ceux qui ont des problèmes avec le Congo, revenez, vous avez le droit de revenir. Un peu comme, tu vois, en Angola, quand, pas Dos Santos, Lorenzo avait pris le pouvoir et avait dit: «Bon, on vous donne une amnistie de 6 mois, vous revenez, vous ramenez l'argent, d'accord? On vous pose pas des questions, il y a pas de problème, vous revenez». Mais moi, je pense qu'on devrait faire que la même chose comme ça. Si tu as critiqué le Congo pendant 20 ans, 30 ans, tu passais ton On temps à faire des oublie, vidéos sur YouTube, on efface. on vous dit: «Revenez». On oublie ça, revenez. Revenez, on a besoin que vous puissiez construire le Congo et cetera et cetera. Donc, qu'est-ce que vous avez eu à accumuler comme compétences, comme skills, comme network, comme connaissances, comme pognon pour que vous puissiez venir le ramener et faire des trucs au Congo? Et c'est là, on va voir, comme dit Warren Buffett, c'est quand, la marée descend qu'on voit qui a perdu son froc. OK, Voilà. bah, je trouve que c'est une très belle fin. C'est une très belle fin, Kevin. La marée finalement elle aura bien baissé et on verra effectivement, ben, qui a gardé son froid comme tu dis et Voilà. écoute, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait une belle intervention de vraiment de plus d'1 heure là et je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu m'as donné effectivement ton avis sur cet argent finalement. C'est des opportunités. Le prendre comme une opportunité et puis faire ce qu'on a à faire et puis dans le meilleur des cas, arriver effectivement à faire des choses avec qui sont pas forcément, dans le giron de la France ou en tout cas de celui qui nous investit. Donc voilà. Mmh mh. Je te remercie, Kevin. OK. Je pense qu'on va refaire d'autres lives ensemble parce que voilà, tu es volubile, tu as beaucoup de choses à dire. Je vois que tu t'adaptes. Je te remercie encore beaucoup d'avoir Merci. répondu à l'invitation parce que je t'ai appelé, en plein milieu de journée pendant que tu rédigeais tes 300 mails, donc ça n'a pas dû être facile. À brut pourpoint, comme dirait l'autre. À brut Exactement, ouais, pourpoint. et tu as pas baissé le frog Ah beh, justement, tu l'as non. bien gardé. Mais non, mais bon, je me suis pas habillé comme un sapeur, tu comprends? J'ai pas mis Ouais, mon truc jusqu'au exactement, ouais. nombril. Ah bon, on n'est pas à ce niveau-là, moi je suis pas adapté, mais je te remercie pour cette invitation et pour l'initiative que tu portes également.
tout à fait. parce qu'on a besoin justement d'essayer de discuter sur des sujets comme ça parce que il y a pas d'espace vraiment où on parle de ces choses-là. Donc, c'est très bien que tu t'investisses aussi comme ça sur le Congo. On a besoin de plus de gens comme ça qui Bien sûr, tout s'investissent à fait. Et puis voilà, et moi, il faut admirer les initiatives de ce genre, quoi. merci, je te remercie. Voilà, c'est vrai que l'idée avec Parlons Pognon, c'est vraiment de parler d'économie vraiment La caillasse, différemment. Voilà. les Faut pas fafios, qu'on les Voilà, fafios. faut pas qu'on ait peur de parler d'argent. Et là, ce soir, Ah mais non, on en a parlé. On a eu, voilà, on a émis des idées, on a émis des suppositions, voilà, voilà. Donc tout ça, mmh, on va y réfléchir. Et puis bon, je pense qu'on se reverra bientôt, Kevin. absolument. On avait déjà dit tous les deux qu'on allait travailler sur des projets comme Perspective et Prospective sur le Congo, mais C'est sur le toujours plan, sur la table. c'est toujours sur la table. Ah, je Donc, te dis, c'est toujours sur la table. je sens que tu es prêt. J'ai vu que tu as pris des notes. Ah beh, toujours, toujours. Nous, on suit, hein, ce qui se passe. Moi, je Ouais, je vois, moi, ouais, je dis jamais mes trucs dans le désordre, mais voilà, on suit ce qui se passe, hein. Tout ce que tu as dit, c'est bon, hein, c'est juste, hein. C'est qu'on veut qu'il y ait de l'action, on veut des gens dans l'action, il y a plein de gens dans cette communauté congolaise qui veulent voir des choses comme ça, donc tout à fait, voilà. Il tout faut à pas que fait. ce soit juste du blabla qu'on fasse, quoi. Bon, on est là pour ça. Voilà. Voilà, bah écoute, on va s'arrêter là. Je vais envoyer le jingle. Je sais pas si le jingle marche parce que j'ai mon ordinateur qui est super lent et du coup, des fois, je vois pas les choses qui se passent. Et on se dit à la prochaine. Ok? L'Afrique d'une seule voix, dans quelques instants, parlons pognon avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.